Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant mes 2 ans de BTS SEO. Dans cette vidéo récapitulative qui est en fait plus un podcast, donc seule la bande son est importante, j'expliquerai absolument tout sur cette formation. Donc les différents cours, les différents stages ou les différents boulots, les épreuves, etc. J'ai obtenu mon BTS SEO en 2017, donc l'année de l'upload de cette vidéo avec une moyenne de 12,86. Je réalise cette vidéo avant tout pour partager mon expérience sur cette formation. Certains d'entre vous me connaissent déjà sur ma chaîne Tuto Unity FR et d'autres parmi vous sont probablement tombés un peu par hasard sur cette vidéo à la recherche d'informations sur cette section et vous êtes au bon endroit. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par une école, ni par l'éducation nationale ou quoi que ce soit. Je parlerai uniquement de mon expérience personnelle à travers mes 2 ans de formation. Pour moi, ce fut une très bonne expérience, cependant, je ne cherche pas à pousser des personnes vers cette formation, vers ce BTS. Je pense simplement que pour les personnes qui seraient intéressées par une formation dans l'informatique, pourraient être intéressées par une vidéo de ce genre-là, où je donne vraiment mon avis personnel après l'avoir vécu. Pour commencer, j'aimerais rapidement parler du pré-BTS, et donc en l'occurrence du bac, vu que le BTS c'est ma première formation post-bac, j'ai passé mon bac 2 ans avant l'obtention de ce BTS, ou plutôt je l'ai obtenu 2 ans avant l'obtention du BTS. Donc j'ai passé un bac économie et sociale que j'ai obtenu en 2015, donc il y a 2 ans, au moment où je tourne cette vidéo. Effectivement, je vous vois venir, mon bac n'a absolument rien à voir avec l'informatique de près ou de loin. La raison à ça, c'est que lorsque j'étais en seconde, donc au moment du choix de la filière pour le bac, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je me suis donc dirigé vers le bac le plus général possible et c'était économie et sociale. Lors de la réalisation de mes vœux sur APB, j'avais donc ajouté en priorité le BTS SEO et un autre vœu pour une fac de langue, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première partie sera sur les cours de ce BTS, ensuite ce sera sur les stages et alternances, donc les stages ou les boulots, et pour terminer je vais parler uniquement des épreuves de fin d'année, donc en fin de 2e année, donc pour l'obtention du BTS, donc le grand final. Il faut savoir qu'il est possible de faire cette formation soit en alternance, donc avec un patron, soit en initial comme on appelle ça, ce qui correspond en fait à des cours permanents. Il est possible que certaines écoles ne proposent que l'une des 2 formations ou que la formation en elle-même puisse varier, c'est tout à fait possible. Donc il faut se renseigner, mais en ce qui me concerne, j'ai fait ma première année en initial, donc uniquement avec des cours, et j'ai fait la 2e année en alternance. Donc je vais parler de ces 2 années. Lors du passage en 2e année, vous devrez aussi choisir entre 2 cursus différents, donc qu'on appelle 2 options. On a l'option A qui est l'option réseau, dite SISR, qui correspond aux solutions d'infrastructure, système et réseau. Donc en gros, c'est du réseau. Ou alors l'option B, développement, dite SLAM, qui correspond aux solutions logicielles et applications métiers. On peut résumer ça donc par option A égale réseau, option B égale développement. J'ai choisi de me diriger vers l'option de développement et je n'ai pas fait d'option, donc pas de maths approfondie ni de 2e langue vivante. Commençons maintenant par parler des différents cours du cursus. Donc première partie, parlons un petit peu des cours qu'on a. Les différents cours que j'ai eus moi pendant ma formation étaient l'anglais, la culture générale, les mathématiques, l'analyse économique, managériale et juridique des services informatiques. Donc c'est un petit peu long mais on va y revenir, c'est normal. Et pour terminer, tout ce qui est relatif à l'informatique, donc une matière professionnelle en gros. Après quelques recherches, j'ai vu que toutes les écoles ne découpaient pas leurs cours d'informatique de la même façon. Certaines ont des périodes spécifiques à l'apprentissage du code et d'autres pour les projets par exemple. Donc ça se fait par heure, découpé sur la semaine, quoi. Mais en ce qui me concerne, j'avais plusieurs créneaux dans mon emploi du temps appelés simplement informatique, et ces cours avaient toujours lieu avec le même professeur. Donc j'ai fait tous mes cours d'informatique avec le même prof. C'est à travers ce cours que j'ai appris les bases du codage, des systèmes informatiques, l'utilisation de certains logiciels, l'apprentissage un petit peu technique et par écrit. Et donc tout ça c'était avec le même professeur dans la même matière qui était simplement appelée informatique. Seulement j'ai pu donc, comme je l'ai expliqué, après quelques recherches, j'ai pu vérifier un petit peu tout ça et j'ai vu que toutes les écoles ne faisaient pas pareil. Donc voilà, certaines écoles avaient vraiment des créneaux spécifiques à une matière très précise et d'autres comme la mienne étaient plus axées sur l'informatique en général. Commençons donc par parler des cours que j'appellerais cours communs, qui sont l'anglais et la culture générale.
En ce qui me concerne, lors de ces cours, j'étais mélangé avec d'autres élèves d'autres sections, donc toujours en BTS, mais c'était notamment des BTS AG, donc assistant gestion, ou MUC, donc management des unités commerciales. Bien que les coefficients de ces épreuves ne soient pas forcément les mêmes pour tous les BTS, le sujet de culture générale, lui, est le même. Donc, commençons par parler de ça. Nous avons étudié lors de nos cours de culture générale qui correspondent entre guillemets à du français, mais disons plutôt culture générale, c'est le terme un petit peu officiel. Nous avons étudié deux grands thèmes durant ces 2 ans qui étaient Je me souviens et le deuxième thème c'était l'extraordinaire. L'épreuve finale consiste en la rédaction d'une synthèse et d'une écriture personnelle, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc dans la troisième partie, où je parlerai vraiment des différentes épreuves, les épreuves finales. Les 2 ans que vous allez passer dans ce cours vont surtout vous permettre en fait de vous entraîner pour la rédaction de ces 2 sujets, donc apprendre à faire des synthèses ou des écritures personnelles. Donc, comme je l'ai expliqué, je vais y revenir un petit peu plus tard. La deuxième matière que j'avais en commun, c'était l'anglais. Comme je l'ai expliqué, j'étais aussi mélangé avec d'autres sections, mais forcément les sujets distribués par le professeur n'étaient pas les mêmes. Donc on pourrait dire que c'est pas forcément un cours commun, ça dépend encore une fois des différentes écoles. En SEO, nous avions des sujets relatifs à l'informatique, donc vraiment rien de bien compliqué. Des questions de compréhension, des rédactions de lettres ou de notes pour un manager pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire telle ou telle chose dans une entreprise pour ne pas s'exposer au virus ou ce genre de choses. C'était vraiment très très simple, mais je vais y revenir encore une fois. Et donc tout ça, tous les sujets étaient relatifs à l'informatique. Il y avait toujours un lien avec l'informatique. Le niveau d'anglais nécessaire est le même qu'au lycée. Personnellement, j'ai toujours eu un bon niveau en anglais et je n'ai pas trouvé ça plus difficile que le lycée. Au contraire, je trouve même que c'était plus simple que le lycée, mais encore une fois, je pense que ça dépend surtout des professeurs et de leur façon d'apprendre des choses à leurs élèves. Maintenant, rentrons dans les matières spécifiques à la formation SEO, donc au BTS SEO, en commençant par les mathématiques qui sont surtout dites mathématiques pour l'informatique. Donc ça c'est le vrai terme officiel, donc c'est mathématiques pour l'informatique, mais en soi ce sont des mathématiques, hein, on va pas se mentir. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours été très mauvais en maths, et ce depuis le collège en 5e. Alors je vous laisse imaginer le carnage quand je suis arrivé au lycée pour un bac général. J'avais rarement au-dessus de 10 à mes épreuves, donc là j'étais vraiment pas très bon. Au final, j'ai quand même réussi à obtenir un 10 tout pile au bac de mathématiques en ES, et ce n'était déjà pas mal pour mon niveau, c'était déjà pas mal. En ce qui me concerne, pour les maths en SEO, donc comme je l'ai expliqué, j'avais un mauvais niveau en maths quand je suis arrivé, et je m'en suis relativement bien sorti par rapport au lycée. J'avais environ 13 de moyenne en cours, donc sur les différents contrôles qu'on a eu en mathématiques. Donc une augmentation de 3 points et surtout la moyenne comparée au lycée. Et j'ai obtenu un 11,5 à l'épreuve finale. Alors, encore une fois, 11,5 c'est pas un 16, mais si on prend en compte mon niveau, c'était quand même pas mal. Après, je sais que ça dépend aussi beaucoup des professeurs au lycée. Alors, je ne crache pas sur les professeurs que j'ai eus, mais leur façon d'apprendre c'était pas la bonne façon d'apprendre, quoi. Ils ne prenaient pas le temps d'expliquer à leurs élèves, d'en discuter avec eux. Et donc c'était vraiment assez difficile pour moi lorsque j'étais au collège et au lycée. Quand j'étais en BTS, j'ai eu un très bon professeur, c'était quelqu'un d'assez jeune. C'était pas vraiment un professeur, c'était un intervenant. Et il était vraiment très bon dans ce qu'il faisait et il m'a beaucoup aidé à améliorer mon niveau. Donc encore une fois, ça dépend des professeurs, mais avec un peu de bonne volonté et de motivation, on peut très bien augmenter sa moyenne, même dans une matière où on n'est pas très bon. Et pour revenir donc directement à ces cours de mathématiques, j'ai été assez étonné de comprendre les différents chapitres. Pour la plupart, en fait, ils ne nécessitaient pas de prérequis. Donc même quelqu'un qui n'a pas suivi les cours de lycée, donc un petit peu comme moi, peut s'en sortir avec un peu de motivation, c'est ce que je disais. Et en ce qui concerne les différents chapitres, pour ceux qui aimeraient des exemples, vous y retrouverez notamment les bases, les suites, la logique et quelques autres chapitres. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, si vous êtes un petit peu curieux ou que ça vous fait un petit peu peur parce que comme moi vous n'étiez pas très bon en maths, je vous invite à aller voir le livre qui s'appelle Mathématiques pour l'informatique pour le BTS SEO. Et ça a été rédigé par Xavier Chanet et Patrick Vert. Donc tous mes cours étaient basés sur ce livre-là. Donc vous avez absolument tout à l'intérieur. Les cours, les exercices, des exemples, des anecdotes, ce genre de choses. Et
je sais pas trop pour mes amis qui étaient, enfin, les personnes que j'ai pu rencontrer ou avec qui j'ai pu discuter, qui eux aussi étaient en SEO, mais dans d'autres endroits en France, donc pas dans la même école. Je sais pas trop si leurs cours étaient basés sur le même livre, mais en tout cas celui-là était très complet et ça m'a pas mal permis de m'améliorer aussi. Donc voilà, je rappelle le nom, Mathématiques pour l'informatique pour le BTS SEO par Xavier Chanet et Patrick Vert. Passons maintenant au cours suivant qui n'est autre que l'analyse économique, managériale et juridique des services informatiques. Un intitulé assez long qui correspond en fait à du droit et à de l'économie portant sur l'informatique. Voilà, c'est déjà plus simple que le terme que j'ai utilisé juste avant. Pour certains de mes camarades donc, qui étaient en cours avec moi, ils trouvaient ce cours plutôt ennuyeux. Personnellement, moi je trouvais ça très intéressant, donc encore une fois ça dépend un petit peu des gens, mais on a parlé de pas mal de choses comme le copyright par exemple, voir comment ça fonctionne réellement, parce que le copyright, quand on parle de copyright à quelqu'un, il va directement se dire ah oui c'est pour protéger une œuvre, c'est pour se protéger de la copie, mais comment ça fonctionne? Ça, tout le monde ne le sait pas, et c'était un petit peu le cas de tout le monde, et voilà on a appris pas mal de choses là-dessus par exemple, donc comment bien protéger ses œuvres, les droits et les devoirs des salariés dans une entreprise en ce qui concerne l'informatique. On a fait pas mal d'études de cas réels, basées donc sur des cas qui ont vraiment existé. Je vous donne un exemple tout simple. Monsieur X, on va l'appeler, développe un logiciel sur les ordres de son manager, mais il décide de quitter l'entreprise avant la livraison du produit, donc avant de la livraison du logiciel. À qui appartient la version actuelle du logiciel et quels sont les droits de chacun des parties sur ce produit? Donc le patron et la personne qui a commencé à le développer. Personnellement, je trouvais ça très intéressant et ça permet de se rendre compte aussi des droits qu'on a nous aujourd'hui, hein. C'est des cas qui peuvent nous arriver. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour un cours qui était sur le papier en termes de... quand on lit l'intitulé, donc l'analyse économique et tout ça, ça a l'air pas très intéressant. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très riche en connaissances et personnellement, j'ai beaucoup aimé les différents cours que j'ai eus et le professeur était aussi super sympa. Mais encore une fois, ça dépend des écoles. Donc, aussi, en plus de trouver cette épreuve très intéressante, il faut savoir que l'épreuve finale est très 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 facile. C'est vraiment très facile. Je ne vous encourage pas à le faire, hein, ne le faites pas, mais sans même assister à un cours, il est possible d'avoir plus de 10 à l'épreuve finale, très facilement. J'y reviendrai donc plus tard, encore une fois, dans la troisième partie où je parlerai des différentes épreuves. Pour finir, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais passons à la matière professionnelle. Donc, comme je l'ai expliqué, l'emploi du temps dépend vraiment des écoles. Donc, moi, il y avait juste marqué informatique. Et donc, on parlait un petit peu de tout, donc du codage, de l'histoire de l'informatique, etc. Mais voilà, dans certaines écoles, c'est vraiment des créneaux spécifiques à certaines choses de l'informatique. Donc, forcément, je ne peux pas parler des deux emplois du temps différents dans chaque école, vu que je n'ai été que dans une école. Donc voilà, je donne vraiment mon avis personnel sur ces cours-là, et de toute façon, les cours donnés sont les mêmes en fait. Donc, pendant la première année, j'ai appris pas mal de langages informatiques. On y retrouve notamment le Python, le HTML, le PHP, le CSS et un petit peu de JavaScript. Enfin, ça, c'est si vous avez de la chance, parce que c'est pas dans le référentiel normalement le JavaScript. J'ai aussi appris l'utilisation de certains logiciels comme WAMP ou MAMP sur Mac, qui correspond en fait à un environnement de développement local, c'est-à-dire un logiciel qui permet notamment de développer des sites internet en local ou d'utiliser du PHP. Bien évidemment, il y avait aussi des cours un petit peu plus théoriques, comme je l'ai dit, donc un petit peu d'histoire de l'informatique, le principe de fonctionnement des bases de données, quelques rares cours en cybersécurité, donc ça c'était assez spécifique chez moi, je sais que tout le monde n'a pas eu accès à des cours comme ça, donc en cybersécurité, le fonctionnement des LAN, d'Internet, ce genre de choses, donc pas mal de bases en informatique qu'il faut connaître, peu importe l'option que vous allez choisir en deuxième année, que vous allez plutôt vous diriger vers du réseau ou vers du développement. Donc voilà, c'est des cours spécifiques, hein. Donc comme je l'ai dit, la première année c'est un cours en commun, tous les SEO sont ensemble, et c'est qu'en deuxième année que les chemins se séparent un petit peu et que vous allez devoir choisir une option. Après, évidemment, il y a toujours des cours qui sont spécifiques à tous les SEO, hein, comme l'anglais par exemple, où vous n'aurez pas un sujet différent en développement et en réseau. Donc voilà, tous les SEO ont le même sujet, en anglais par exemple, comme en culture générale aussi. Pour revenir juste à ces cours d'informatique, j'ai pris que très peu de notes dans ces cours-là, j'ai assimilé assez facilement et rapidement les quelques cours théoriques, j'avais déjà pas mal de connaissances aussi quand je suis arrivé dans ce BTS SEO, donc forcément ça a un petit peu aidé. Si je devais donner une opinion sur les différents cours auxquels j'ai assisté, je dirais que c'était
Déjà en première partie très intéressant, mais j'ai surtout appris beaucoup de choses quand même. Il y avait des choses que je savais, mais il y avait d'autres choses que je savais pas ou qui m'ont permis un petit peu de compléter des choses que je connaissais mais pas en détail. Lors de vos cours d'informatique et plus particulièrement lors de la deuxième année, vous aurez aussi des créneaux relatifs à ce qu'on appelle des projets. Donc, quels sont ces deux projets, me direz-vous? Eh bien, peu importe l'option choisie, que vous soyez réseau ou développement, vous aurez deux projets à réaliser, deux dossiers aussi à rédiger donc par rapport à ces projets, et vous présenterez ensuite vos projets, plutôt l'un des deux projets, accompagné donc de son dossier récapitulatif devant un jury composé d'au moins deux personnes. Mais du coup, c'est quoi ces projets? Eh bien, j'y viens justement. Vous êtes libre de choisir presque, je dis bien presque, ce que vous voulez. Je vais prendre quelques options pour vraiment illustrer mes propos parce que c'est assez difficile à expliquer sinon. Je vous rappelle que j'ai choisi l'option B, donc l'option développement, SLAM comme on l'appelle, et donc mes projets concernaient le développement. Donc moi par exemple, les deux projets que j'ai présentés au jury, ou plutôt que j'ai proposé au jury, sont un jeu vidéo, donc ça c'était l'un de mes projets, et mon deuxième projet c'était un site internet. Donc je vais revenir de toute façon à mes projets, mais pour le site internet, dites-vous bien que je l'ai développé tout seul de A à Z. Il y avait un système de connexion au back-office, un système d'ajout d'articles, de modification, de suppression, il y avait un système de commentaires aussi. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses quand même. Et pour vous, je vais vous donner juste d'autres exemples. Un ami à moi a décidé lui de développer, qui lui aussi était en option développement, hein, donc comme moi. Et lui, il a développé aussi un site et il a aussi développé un forum. Donc créer des topics, répondre à des topics, se connecter, supprimer des choses. D'autres personnes ont créé deux sites, etc. En gros, vous vous basez sur une situation professionnelle réelle ou fictive et vous devez créer ou développer quelque chose en réponse à cette situation, soit seul, soit en équipe avec d'autres de vos camarades SEO. Je vais rentrer dans les détails par rapport à mes deux projets pour vraiment bien illustrer, mais voilà, vous avez en fait deux choses à réaliser en vous basant sur une situation professionnelle réelle ou fictive. Donc voilà, même si vous ne trouvez pas une entreprise qui a un problème, une entreprise qui veut créer un site ou quoi que ce soit, vous pouvez en inventer une. C'est tout à fait légal, hein, c'est même prévu pour. Donc pour mes projets personnels, donc comme je vous le rappelle, j'ai créé un jeu vidéo et un site que j'ai présenté. Je suis auto-entrepreneur depuis décembre 2015, donc j'ai donc fait passer mes deux projets pour le compte de ma micro-entreprise, donc c'était une situation professionnelle réelle. Donc j'ai réalisé un jeu qui s'adressait aux clients de l'entreprise et un site internet vitrine, donc un site vitrine qui présentait l'entreprise et les différents produits sans qu'il y ait possibilité d'acheter directement sur le site. Euh, donc j'ai réalisé le jeu et le site pour la même entreprise, qui est donc la mienne, et vous pouvez accéder au site si vous voulez voir à quoi ça ressemble, à l'adresse www.yeti, donc YETI, tiré du milieu, studio, dio.net. Donc www.yeti-studio.net, et ça c'est donc le site que j'ai réalisé pour le SEO, et c'est encore un site qui est actif aujourd'hui et que j'utilise encore aujourd'hui. Donc comme je l'ai expliqué, qui est relatif à ma micro-entreprise. Certains de mes camarades, eux, ont réalisé leurs projets pour d'autres entreprises. Il y en a un des deux, je pense à l'un d'eux, qui a par exemple créé un intranet pour une école, ce qui correspond à un ENT, donc une interface où les professeurs et les élèves peuvent se connecter pour ajouter des devoirs, voir les profs absents, voir leurs notes, se contacter entre eux, enfin voilà. C'est un sacré boulot quand même. D'autres de mes camarades ont, comme j'ai dit plus tôt, fait passer leur projet sur le compte d'entreprises fictives, donc des entreprises qui n'existent pas. Et comme je l'ai dit, c'est tout à fait légal et c'est tout à fait autorisé par l'académie. Hein, pour vous dire, les correcteurs s'en fichent en fait carrément de la situation professionnelle. Eux, ce qui les importe, c'est que vous ayez tout développé vous-même de A à Z, donc surtout pas copier d'internet, que vous n'ayez pas pris des codes à droite à gauche pour faire fonctionner votre projet. Je reviendrai de toute façon sur les preuves dans quelques instants. Mais voilà, la situation professionnelle, eux, ils s'en fichent un petit peu, quoi. Le seul moment où j'ai parlé vraiment de ma micro-entreprise et de ma situation professionnelle, c'était lors d'une autre épreuve, dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de cours sur cette dite épreuve. Vous allez comprendre après, donc ne vous inquiétez pas, je vais rentrer dans tous les détails de toute façon. Donc, pour revenir à ces fameux projets, donc je viens de le dire, le plus important, c'est que vous sachiez ce que vous avez développé. Vous devez surtout tout faire vous-même. Si vous comptez présenter un site, surtout ne faites pas un site sur un CMS comme WordPress ou Joomla par exemple. Vous devez vraiment écrire votre site en HTML et en CSS vous-même
puis créer votre propre base de données, faire les liens entre les deux, entre le site et la base avec PHP par exemple. C'est vraiment très très important. Le but, c'est pas que ce soit forcément super beau. Je pense notamment à mon ami, comme je l'ai dit avant, qui a développé un forum et un site. Le forum est fonctionnel, il y avait la base de données, tout était fonctionnel, se connecter, se déconnecter, créer des topics, etc. Mais c'était pas très beau, parce que bon, déjà, de 1, il est pas graphiste, et de 2, il avait pas que ça à faire, donc lui, il est vraiment développeur, et c'était un sacré boulot. Donc voilà, le but, c'est pas que ce soit vraiment super beau. Vous pouvez faire un site magnifique, mais ne rien connaître en codage, là, vous allez vous faire allumer. Voilà, donc le but c'est vraiment que ce soit bien fonctionnel et que vous sachiez ce que vous avez développé, parce qu'on va vous demander de faire des modifications sur votre site. Et donc ça, c'est une épreuve même très importante qui a un gros coefficient et j'y reviendrai juste après. En tout cas, comme je l'ai dit, vous pouvez présenter pratiquement ce que vous voulez tant que vous l'avez développé vous-même, hein. J'étais assez étonné que mon professeur accepte que je présente un jeu vidéo, hein, parce que avant de créer vos deux projets, vous devez les présenter à votre professeur normalement qui va vous donner le feu vert ou le feu rouge et vous dire non, il faut plutôt prendre autre chose, il n'y a pas assez de développement, c'est pas assez intéressant, enfin voilà. Donc normalement votre professeur va être un petit peu le relais entre vous et le jury avant l'épreuve finale, donc pendant le développement de vos projets. Mon professeur a accepté que je présente un jeu vidéo, alors forcément la situation professionnelle que j'ai utilisée était réelle et c'était un petit peu hors du commun. Donc il s'est dit que ça pouvait être sympa et ça sortirait un peu de l'ordinaire parce qu'il y a énormément de gens qui proposent notamment des sites internet et qui développent des sites internet et qui les présentent au final. Donc c'est pas très original mais ça rentre forcément à chaque fois dans les critères. Donc euh, Donc voilà, comme je disais, ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc c'était un gros plus. Quelques idées de projets pour ceux qui souhaiteraient donc faire du développement, parce que donc, je vous ai dit, moi j'ai fait un site et un jeu, mais vous pouvez faire un site, un forum, un jeu, une application web, une application Android, Apple, enfin voilà. Vous pouvez vraiment laisser faire votre imagination. Le but c'est que votre professeur le valide et qu'il y ait un minimum de choses à faire, hein, un minimum de développement à faire. Parce que comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de développement derrière, si vous passez pas du temps, que vous cassez pas un peu la tête dessus, le jury le saura tout de suite. Donc ça c'est pour l'option B, donc en développement, hein, comme je l'ai dit encore une fois, je parle vraiment de mon opinion personnelle. Moi j'ai fait l'option B développement, donc en option A, ce qui concerne le réseau, j'aurais vraiment du mal à vraiment vous donner des détails, mais je vais quand même en parler un petit peu en gros. Donc je suis plutôt nul en réseau, donc je vais avoir du mal à rentrer dans les détails, mais le principe est le même, il faut créer quelque chose en rapport avec le réseau. Donc deux de mes amis ont travaillé ensemble sur leur projet, donc ils étaient à deux sur un projet, et ils ont réalisé donc des VM, des machines virtuelles. Alors me demandez pas en détail ce que c'est parce que moi j'en sais rien du tout. Et ils ont aussi mis en place un serveur. Donc il y avait un vieux serveur et ils l'ont totalement retapé, mis à jour, etc. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait eux. Maintenant pour les détails, moi je passe mon chemin, je connais pas grand chose. Nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo qui correspond aux stages, aux alternances, au boulot, etc. Donc là on parle plus des cours, on parle vraiment de la situation professionnelle. Donc pour ceux qui souhaitent réaliser leur cursus en alternance, eh bien en fait c'est vite vu, hein. Vous trouvez un patron qui a une boîte dans l'informatique, vous travaillez pour lui tout en vous rendant à l'école, donc voilà vous faites les deux. Certaines écoles alternent une semaine en cours, une semaine au travail, et il y a d'autres écoles qui font ça directement par jour, du genre lundi, mardi, mercredi vous êtes à l'école, jeudi, vendredi vous êtes chez le patron. Encore une fois, il faut se renseigner, ça dépend vraiment des différentes écoles. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai fait une formation en initiale en première année, puis je suis passé en alternance la deuxième année. Ce qui est vraiment pas mal pour cette vidéo, justement, parce que je vais pouvoir vous parler des deux. Alors parlons maintenant de la formation initiale qui correspond donc à des cours toute la semaine. Donc vous êtes uniquement en cours, il n'y a pas d'histoire de patron ou quoi. Il est obligatoire pour chaque année en formation initiale, donc pour quelqu'un qui est toujours en cours, il a l'obligation de réaliser un stage d'au moins 6 semaines pour chaque année. Donc que ce soit première année ou deuxième année, si vous êtes en initiale, donc vous n'avez pas de patron, il faut trouver un stage. C'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas passer les épreuves. Et ces deux stages doivent chacun, à eux seuls, faire minimum 6 semaines. Généralement, vous les passez courant mai-juin, voire début juillet, ça dépend vraiment de votre secteur et de l'école. Selon votre situation géographique et à la période à laquelle vous cherchez, eh bien c'est pas toujours facile de trouver un stage en informatique. Cherchez donc le plus tôt possible. Si vous démarrez votre année, vous êtes en septembre, vous passez normalement votre stage vers mai-juin, n'hésitez pas à chercher dès septembre. Comme ça, vous avez directement quelque chose et c'est déjà réservé. Vous demandez directement la convention de stage, vous pouvez la faire vraiment à l'avance.
Et c'est quelque chose que je vous recommande parce que j'ai pas mal d'amis qui, eux, ont eu beaucoup de mal à trouver. Donc je vais y revenir un petit peu après. Euh, pour moi personnellement, donc juste pour revenir à ces stages, j'ai eu la chance de trouver une entreprise dotée d'un service informatique en première année. Donc j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai cherché genre 2 mois avant de commencer. J'ai eu très peu de refus, j'ai vraiment eu de la chance de tomber là-dessus. Donc j'ai intégré un groupe de quelques personnes et je les ai accompagnés durant 6 semaines. Donc c'était vraiment un groupe c'est une grosse entreprise, alors je vais pas dire le nom de l'entreprise. Euh, mais voilà, il y avait environ une dizaine, quinzaine de personnes qui travaillaient donc dans ce service informatique. Donc il y avait du réseau et du développement, il y avait vraiment les deux mélangés. Et du coup c'est bien parce que j'ai pu voir un petit peu les deux. Je rappelle que ce stage c'était donc en première année, donc je savais que que j'allais plutôt aller vers du développement parce que j'ai toujours aimé ça avant même de commencer cette formation. Mais c'était quand même intéressant de voir aussi l'aspect réseau. Voilà. Donc d'autres de mes camarades, comme je l'ai dit, n'ont pas eu la même chance que moi et n'ont pas fait grand-chose pendant leur stage. Alors il y en a qui en ont pas trouvé directement, alors ils ont pu le faire en décalé parce qu'ils avaient vraiment de la chance. Mais normalement, tout le monde fait son stage en même temps. Donc certains ont trouvé un stage, mais ils n'ont pas fait des choses très intéressantes. Le plus important, ça reste quand même d'en trouver un. Même si vous faites pas grand-chose, je veux dire, on connaît un petit peu le système des stages en France, c'est pas toujours très optimal et c'est généralement, les patrons perdent plus de temps à trouver quelque chose à vous faire faire plutôt que. Enfin voilà, vous êtes. C'est un peu triste à dire, mais souvent, les stagiaires sont un peu une perte de temps pour certaines entreprises. Ça dépend vraiment entre ceux qui les exploitent. Alors, n'ayez pas peur non plus, hein, mais c'est vraiment c'est un cliché quand même. Mais voilà, il y a certaines entreprises qui donnent beaucoup de boulot à leurs stagiaires, il y en a d'autres qui leur donnent rien parce qu'ils n'ont rien à leur faire faire. Voilà, ça dépend vraiment forcément de l'entreprise et du secteur. En informatique, moi personnellement, j'ai eu aucun souci. Ça s'est très bien passé. Pour mes amis aussi, même si ils n'ont pas eu grand-chose à faire pour certains. Mais comme je l'ai dit, le plus important, ça reste de trouver un stage. Et puis après, voilà, au moins vous êtes validé et vous pouvez passer à la deuxième année, parce que si vous réalisez pas le stage, comme je l'ai dit, c'est vraiment obligatoire, vous pouvez pas passer l'épreuve finale. Et si vous faites pas votre stage en première année, vous ne pouvez même pas passer en deuxième année normalement. Donc comme je l'ai dit, pour des raisons évidentes, je ne révélerai pas le nom des deux entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Donc en première année en initiale, enfin plutôt en stage, et en deuxième année en alternance. Mais je vais quand même pouvoir vous parler de ces deux expériences. Pour la première année, donc comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise avec un service informatique. J'ai appris quelques petites choses, mais j'ai pas eu énormément de travail à faire. Et comme je l'ai dit avant, c'est quand même normal. S'intégrer à un groupe de personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble et rapidement, ça représente souvent une perte de temps pour eux. Alors ils essayent quand même de vous occuper en vous donnant deux trois petites choses comme ils peuvent, mais c'est pas toujours possible, surtout dans une grande entreprise où chacun a vraiment sa place et ça doit vraiment aller très vite. C'est peut-être un petit peu mieux d'être dans une start-up généralement, mais encore une fois, voilà, les expériences sont toujours différentes. En ce qui me concerne, j'avais comme tâche, donc dans ce stage de première année, je devais créer des rapports d'aide à la décision. Alors en gros, je me basais sur des informations se trouvant dans une base de données sur les années précédentes et je générais des rapports qui comparaient les chiffres de l'année en cours par rapport à l'année précédente. Donc il n'y avait pas de développement, hein, c'était simplement récupérer des informations, les rentrer dans un tableau Excel et enfin c'était pas sur Excel mais c'était assez semblable et on arrivait à la fin avec un graphique, avec des courbes, des chiffres en vert, des chiffres en rouge et voilà, ça permettait de voir à l'entreprise, ça permettait à l'entreprise de savoir où investir et où baisser un petit peu l'investissement, où on perdait trop d'argent et ce genre de choses. Donc je vous avoue, rien de très intéressant. Autre mission qui m'a été confiée, la création d'un système permettant de récupérer des données d'un document Excel à un autre. Alors, je n'y connaissais presque rien en Excel, et même aujourd'hui, hein, je vous l'avoue, j'ai tout oublié, hein, j'ai pas appris grand-chose. Mais avec quelques recherches sur Internet, j'ai fini par trouver comment créer ce petit système. C'était déjà un petit peu plus intéressant, il y avait quand même de la recherche, mais encore une fois, c'était pas du développement, hein, c'était simplement de la recherche et de l'empilation de requêtes en Excel, vous savez, pour récupérer telle ou telle donnée et faire tel ou tel calcul, par exemple. Donc, c'était un petit peu plus intéressant que la génération de rapports, mais encore une fois, c'était pas vraiment du développement, quoi. Pour finir, troisième et dernière tâche qui, cette fois-ci, était quand même assez intéressante, et cette fois-ci, c'était du développement. J'ai dû rédiger un script
permettant l'impression d'étiquettes postales. Donc j'ai été accompagné d'une personne qui s'y connaissait quand même un petit peu mieux que moi. Et donc ces fameuses étiquettes postales, vous savez quand vous commandez quelque chose sur internet et qu'il arrive chez vous ou dans un point relais, bref, quand vous récupérez le colis, il y a toujours une étiquette dessus avec votre nom, votre adresse de réception, l'adresse d'envoi, il y a un code barre, etc. Et en gros, j'ai dû réaliser un script qui permettait l'impression de ces étiquettes. Donc on renseignait les informations d'envoi, donc le nom de la personne, l'adresse, notre adresse à nous, un code barre pour pouvoir scanner les documents. Et ce script était donc sur ordinateur et était relié à une imprimante spéciale qui, elle, imprimait la dite étiquette avec les informations qu'on lui a fournies. Donc c'était une mission plutôt accrocheuse, je dois dire, c'était assez intéressant et je pense que c'est un petit peu dommage parce que c'est la dernière mission que j'ai eue et ça c'est... J'ai pas vraiment eu le temps de terminer la mission jusqu'au bout, j'ai dû partir parce que les 6 semaines étaient écoulées. Et donc je reprenais mes cours. Parce que moi je n'ai pas passé mon stage en mai-juin. Donc je vous rappelle, alors je crois que je l'ai dit avant, mais ça dépend encore une fois des écoles. Il faut vraiment bien se renseigner. La formation est la même, on apprend les mêmes choses, mais l'emploi du temps n'est pas découpé pareil, les stages sont pas découpés pareil. Moi j'ai passé ces 6 semaines de stage en décembre et janvier. Donc début décembre à mi-janvier à peu près. Passons maintenant à la deuxième année. Donc j'ai un petit peu tout dit pour cette première année. Donc voilà, j'ai eu plus de chance que certains de mes camarades qui eux n'ont même pas fait d'informatique. Mais voilà, le but c'est quand même d'avoir un stage et de pouvoir passer à la suite, quoi. Mais encore une fois, c'était enrichissant, mais ça aurait pu l'être beaucoup plus. Donc passons maintenant à la deuxième année de mon cursus où cette fois-ci j'étais bien en alternance et je n'étais plus en stage. Donc j'étais en alternance dans une agence web. Donc c'était une agence qui faisait des sites internet, des applications web, qui s'occupait du marketing digital, de la réputation de certains sites, donc améliorer la réputation de un tel ou un tel par l'utilisation des réseaux sociaux par exemple. Enfin bref, c'était une agence web qui faisait un petit peu tout. Et lors de mon arrivée, j'ai dû commencer par un boulot qui n'est pas très intéressant techniquement parlant, c'était de la réalisation graphique. Je suis plutôt doué sur Photoshop et j'utilise donc Photoshop, Photofiltre et autres logiciels de montage depuis des années, hein. Même quand j'étais au lycée, j'en faisais déjà. Quand je suis rentré au lycée, même au collège, je faisais déjà ça. Et donc quand j'avais dit ça au patron, il était assez content parce qu'il avait besoin que quelqu'un réalise des montages à afficher sur certains sites. Donc mettre en avant certains produits, annoncer qu'il y avait des promotions pour le Black Friday par exemple. Il y avait un client de cette agence web qui était un vendeur de chaussures, hein, donc de baskets, et qui pour le Black Friday faisait toujours des promos et donc il fallait faire des sliders, il fallait faire des images qu'il allait mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Euh, et donc c'est moi qui m'étais occupé de certaines de ces choses-là. Comme je l'ai dit, j'avais donc des compétences en Photoshop, sinon on ne m'aurait pas assigné ce travail. Donc voilà, si vous n'avez pas de connaissances en Photoshop, n'ayez pas peur, hein, on ne va pas vous demander de faire ce genre de choses normalement. Ensuite, ma deuxième mission, qui en fait a duré toute l'année, enfin toute ma période où j'ai travaillé là-bas, c'était la réalisation de sites internet pour des clients. Que ce soit des restaurants, des salles de sport, des professionnels du bâtiment ou autres, j'ai réalisé environ une dizaine de sites vitrines pour des clients d'entreprise. Alors pour des clients de l'entreprise, de l'agence web. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que mon chef de projet m'indiquait quels outils utiliser et que je rencontrais moi aussi les clients pour discuter avec eux de leur site. Et je discutais directement avec eux, j'étais seul avec certains clients et on discutait de l'avancée du site, de ce qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait pas mettre, est-ce que le design leur plaisait, est-ce qu'il y avait quelque chose à modifier, voilà. Le client était roi, hein, et c'était nous, en tant que développeurs, c'était notre boulot d'adapter le site et de faire en sorte que voilà, tout était comme le client voulait. Donc ça a duré un petit peu toute l'année. Il y avait certains sites qui mettaient 2 semaines à se développer, d'autres qui ont mis 3 mois, hein, par exemple, où le client n'était pas présent, alors il donnait pas assez d'informations, pas assez rapidement, du coup ça prenait plus de temps. Mais en tout cas, je pense que c'est la tâche qui m'a vraiment permis d'apprendre énormément de choses. Donc la création de sites, ça passe par la rédaction HTML, ça passe par le PHP, les bases de données. Donc voilà, j'ai utilisé énormément de choses et énormément de logiciels qui m'ont vraiment permis de renforcer mes connaissances. Alors, si je dois être honnête avec vous, si je dois vous recommander, est-ce qu'on va plutôt faire de l'initial avec des stages ou de l'alternance où on est une fois chez le patron, une fois à l'école?
je vous dirais foncez vers de l'alternance, clairement. Vous allez être payé et vous allez être surtout, vous allez avoir beaucoup plus de connaissances que quelqu'un qui est uniquement en initial. Parce que quelqu'un en initial qui veut vraiment développer ses compétences à fond, il faudra qu'il travaille chez lui, qu'il fasse des recherches lui-même. Alors que dans des situations professionnelles, c'est bien différent et pour être honnête, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc si vous avez le choix entre les deux, foncez vers de l'alternance. En ce qui concerne les patrons, par contre, il faut vraiment les chercher très tôt. Tout comme les stages en fait, hein. Dans les deux cas, dans les deux formations, il faut vraiment chercher le plus tôt possible. Si maintenant vous... Alors cette vidéo sort après les résultats post-bac de l'année 2017. Alors forcément, c'est pas, c'est pas très optimisé. J'aurais aimé la sortir plutôt en décembre ou quelque chose comme ça pour l'année suivante. Parce que c'est à partir de là à peu près que les choix se font, il me semble. Euh, mais voilà, si vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo, vous êtes au lycée, vous êtes en train de vous dire, ouais, j'aimerais peut-être faire un BTS SEO, j'en ai entendu parler. Il faut déjà que vous choisissiez si vous voulez plutôt rester à l'école tout le temps ou si vous voulez travailler avec un patron. Moi, je vous recommande vraiment l'alternance. Pour avoir fait les deux, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'épanouir le plus, d'avoir énormément de connaissances. Et on va pas se mentir, avoir un peu d'argent à côté, c'est pas mal non plus. Voilà. Euh, donc, pour le stage de première année et l'alternance en deuxième année, je vous ai tout dit, hein. C'est vraiment les différentes missions que j'ai pu avoir. Pas très intéressant pour le stage de première année, mais énormément de choses apprises lors de mon alternance en deuxième année. Donc voilà, voilà, en ce qui concerne les stages, je vais maintenant passer à la dernière partie de la vidéo qui concerne en fait les épreuves de fin d'année, donc les différentes épreuves que vous allez passer après 2 ans de formation. Et donc, je rappelle que je n'ai fait aucune option, donc pas de maths approfondie ni de deuxième langue vivante. Donc j'ai vraiment le cursus classique avec aucune option. J'ai passé au total 9 épreuves qui sont dans l'ordre. L'épreuve écrite d'informatique, donc dite production et fourniture de services informatiques. Une épreuve d'anglais à l'écrit, une épreuve écrite de culture générale se basant donc sur les 2 thèmes étudiés dans l'année, comme je l'ai expliqué un peu avant. Une épreuve écrite de mathématiques, une épreuve écrite concernant l'analyse économique, managériale et juridique de services informatiques. Donc voilà, c'est l'économie et le droit sur l'informatique. Une épreuve très simple, comme je l'ai dit avant, je vais y revenir. Une épreuve d'anglais à l'oral, une épreuve écrite et orale d'algorithmes appliqués, donc l'écriture de code, une épreuve technique concernant les 2 projets que vous avez réalisés durant l'année, et pour finir, une épreuve orale appelée U6 concernant votre parcours professionnel. Donc c'est la fameuse épreuve dont je parlais avant où vous n'avez aucun cours et en fait c'est uniquement du blabla, hein. On va pas se mentir. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'épreuves. Donc passons maintenant aux détails de chaque épreuve. Je vous conseille de regarder à quoi ressemblent les différents sujets dans les annales du BTS SEO, donc regardez ça à côté. N'hésitez pas à faire pause après chaque épreuve pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et en ce qui concerne l'épreuve écrite d'informatique, la première partie... Enfin, passons maintenant directement voilà, aux différentes épreuves. Donc parlons de l'épreuve écrite d'informatique. La première partie portait sur des questions techniques, notamment sur les bases de données, leur utilisation et leur sauvegarde. Juste avant de continuer, je rappelle encore une fois que je suis en option développement. Le sujet d'informatique n'est pas le même en réseau et en développement. J'ai eu des échos depuis mes collègues, mes camarades qui eux ont fait réseau, certains ont fait réseau. J'ai eu des échos comme quoi c'était plutôt simple. Eux ont trouvé l'épreuve de réseau assez simple, alors qu'en développement on l'a trouvé quand même assez difficile et assez technique. Encore une fois, après, voilà, ça dépend du travail qu'on a fourni, mais forcément il y a des différences, hein, entre les deux cursus. Donc, première partie qui portait surtout sur les bases de données, une autre partie qui portait sur la réalisation d'un schéma de fonctionnement pour une application un petit peu semblable à PayPal. L'exercice était assez simple. On nous expliquait le principe de fonctionnement de l'application à travers un texte, et en se basant sur ce dernier, il fallait dessiner un schéma montrant le fonctionnement et les liens entre les différents acteurs. Donc d'un côté l'acheteur, le vendeur, la banque, PayPal, etc. La troisième partie, elle, concernait surtout du code. La situation était à peu près la suivante. Donc, il y avait une série, il me semble, qui faisait importer des rondins de bois. Et il fallait ensuite les couper, les stocker, entrer les informations dans des bases de données. Plus tard, il y a une entreprise tierce qui commandait du bois pour en faire des palettes. Chaque palette avait ses propres dimensions, sa propre matière, etc. Enfin bref, c'était un exercice super long qui a pris bien la moitié du temps, voire un peu plus.
avec beaucoup de questions et beaucoup de paramètres à prendre en compte. On nous demandait notamment d'adapter une application faite sous Android. Alors évidemment, tout le monde ne connaît pas Android et son langage. Donc on nous a fourni des morceaux de documentation, des morceaux de code, et à partir de ça, voilà, ça nous aidait à faire les modifications, ça devait nous aider à les faire. On nous demandait aussi d'adapter une base de données par rapport à l'ajout de nouveaux paramètres. Je me souviens plus exactement de quels paramètres on nous demandait de tête comme ça. Je vous invite à aller voir le sujet, c'était quand même quelque chose d'assez long, hein. Donc c'est l'épreuve d'informatique pour le BTS SEO, l'épreuve écrite. Donc je me souviens plus exactement des nombreux paramètres qu'il fallait ajouter dans la base de données, mais par exemple ça pourrait être la couleur d'une palette. Donc comme je l'ai dit, on avait les dimensions, on avait les dimensions, on avait la matière de quel bois était fait la palette par exemple, et il fallait par exemple ajouter la couleur de cette palette, par exemple. Il fallait donc ajouter simplement une colonne couleur à la base de données, adapter des morceaux de code, faire les liens entre les différentes tables. Il est aussi très probable que vous ayez des questions vous demandant de rédiger des requêtes SQL parce qu'il y en a tous les ans, et paradoxalement je n'en avais pas dans mon sujet. Donc voilà, en 2017 je pense que c'est l'un des seuls sujets en BTS SEO où il n'y avait pas trop de SQL, où on ne nous demandait pas de rédiger de requêtes, de ce que je me souviens. Donc ça c'était pour l'épreuve écrite d'informatique. Alors je rentre pas trop dans les détails parce que j'ai eu énormément de mal à retrouver le sujet, et j'ai aussi très peu de souvenirs de mon épreuve. Je sais juste que c'était assez long, que le dernier exercice là sur ces fameuses palettes, cette fameuse scierie avec les rondins de bois et tout, je me souviens que c'était très long et que je me suis pas mal pris la tête là-dessus. J'étais très content de sortir. Donc passons maintenant à l'épreuve suivante qui est l'écrit d'anglais. Alors juste avant de continuer, j'ai précisé avant que quand j'ai donné la liste des épreuves, je l'ai dit dans l'ordre. En fait c'est dans l'ordre de passage. Là par exemple je vais vous parler de l'écrit d'anglais, mais l'oral d'anglais, il y a aussi un oral d'anglais qui lui était quelques jours, voire quelques semaines après. Donc voilà, je vous parle vraiment de tout dans l'ordre dans lequel je l'ai passé. Donc pour l'épreuve d'écrit d'anglais, ici rien de bien sorcier, hein. Si vous avez un bon niveau d'anglais, ne vous faites aucun souci. J'ai eu énormément de mal à retrouver le sujet, encore une fois, le sujet de l'année 2017 en tout cas, mais le format est toujours le même et il est composé de 2 exercices. Premièrement, c'est la rédaction en français d'un compte-rendu de texte. Donc oui, vous avez bien entendu, on rédige un texte en français pour l'épreuve d'anglais. Je n'ai pas fait d'erreur, hein, vous rédigez un compte-rendu en français. Et vous avez donc un texte en anglais, vous devez le résumer en plus ou moins 200 mots. Donc mon sujet, moi, il portait sur les data centers, donc les centres de données. Donc j'avais un texte de, je sais plus exactement, ça faisait une page, je pense, un recto environ, et il fallait tout simplement résumer ce texte en plus ou moins 200 mots avec nos mots à nous, hein. Donc surtout pas paraphraser, et vraiment expliquer de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on y apprend, quelles sont les sources du document, qui l'a écrit, etc. Et tout ça c'est en français, hein, donc c'est... Voilà, même si vous avez un mauvais niveau en écriture en anglais, vous pouvez quand même bien vous en sortir. La deuxième partie maintenant, c'est la rédaction, cette fois-ci en anglais. Ouais, il en faut quand même un petit peu, hein, dans une épreuve d'anglais. Donc la rédaction en anglais d'un écrit professionnel, donc soit un mail, soit une demande d'assistance auprès d'un service tiers, un rapport d'incident, etc. à partir de consignes rédigées en anglais ou en français. Donc le texte peut être écrit soit en anglais soit en français, par contre la rédaction finale doit être écrite en anglais. Donc généralement il faut écrire une note à un manager ou à des employés d'une entreprise. L'exemple le plus répandu, et l'exemple que moi-même j'ai eu, c'était d'expliquer à des employés comment se protéger des virus. Donc vous leur dites installer un antivirus, ne pas ouvrir de pièces jointes douteuses, d'utiliser de clés USB que vous connaissez pas, que vous avez trouvé dans la rue ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Comme je l'ai dit, le niveau d'anglais demandé est le même qu'au lycée. Je dirais même un peu plus simple. Après, évidemment, c'est plus technique, c'est relatif vraiment à l'informatique. C'est plus les sujets que vous avez eu au lycée non plus, quoi. Donc, pour cette épreuve, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé. Moi, j'en ai pas ramené, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Et pour être honnête, on a 2 heures, il me semble, pour cette épreuve écrite. Et si vous vous amusez ensuite à aller voir, à aller chercher dans le dictionnaire, vous allez perdre du temps. Les 2 heures sont suffisantes pour l'épreuve. Généralement, on finit même un petit peu avant. Mais moi, je vois pas trop l'intérêt de l'utilisation d'un dictionnaire. Après, ça dépend forcément des personnes. Passons maintenant à l'épreuve suivante, donc la culture générale. J'ai parlé du cours, maintenant parlons de l'épreuve. Donc je l'ai expliqué plus tôt, vous avez 2 rédactions à faire. Une synthèse qui, elle, repose sur plusieurs documents.
et vous avez une écriture personnelle avec un sujet précis. Donc, lorsque j'ai passé mon épreuve, le sujet de cette écriture personnelle, c'était « Selon vous, notre société a-t-elle besoin d'admirer des individus extraordinaires ?» Alors, si le sujet vous a fait peur, ou que vous avez rien compris, ou que vous avez jamais rédigé de synthèse ou d'écriture personnelle, ne paniquez pas. C'était aussi mon cas, c'était aussi le cas de mes camarades, et vous apprendrez à rédiger ces deux choses en cours à travers les 2 ans de formation. Il n'y a pas grand-chose en fait à dire sur cette épreuve, il n'y a pas de questions relatives au cours, c'est vraiment c'est un sujet et vous devez voilà, rédiger des lignes et des lignes par rapport à ça. Euh, pour vous dire, et surtout pour vous encourager, personnellement, j'ai jamais eu plus de 11 à tous les entraînements que j'ai fait pendant les 2 ans de formation. Donc mon professeur, ou plutôt ma professeure, nous donnait des consignes, donnait des sujets, des documents sur lesquels se baser pour rédiger ces différentes choses, et j'ai jamais réussi à avoir plus de 11. À chaque fois, elle essayait de me dire ouais, ça va pas, ça va pas, et enfin, ouais, je pense que j'étais peut-être un petit peu fermé d'esprit, mais j'avais toujours du mal à trouver vraiment l'erreur et à avouer mes erreurs là-dessus. Donc j'ai toujours eu 11, mais à l'épreuve finale, bah, j'ai eu 17. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Et j'ai pas révisé cette épreuve, parce qu'on peut pas vraiment la réviser en fait. Il faut vraiment écouter pendant les 2 ans, savoir comment rédiger vos deux documents. Et voilà, se baser vraiment sur les documents qu'on vous donne, sur les consignes qu'on vous donne le jour de l'épreuve pour voilà, écrire ces 2 choses. Mais comme j'ai dit, voilà, même si vous avez du mal pendant l'année, j'ai eu toujours j'ai toujours eu entre 8 et 11, je dirais, entre 7 et 11 on va dire, allez. Et au final, j'ai eu 17 à l'épreuve finale, sans pour autant avoir, je sais pas, une illumination dans la tête, quoi. Donc voilà, pour l'épreuve de culture générale, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je vous ai donné le sujet, donc je vais quand même le répéter pour vous donner un exemple. Selon vous, notre société a-t-elle besoin d'admirer des individus extraordinaires? Donc ça fait référence en fait aux héros, donc aux héros, comment dire, aux héros réels, on va dire, comme par exemple Nelson Mandela, c'est l'exemple le plus flagrant et c'est l'exemple qu'on a beaucoup utilisé pendant l'année, donc qui a beaucoup œuvré pour énormément de choses et qui est donc aujourd'hui une figure très importante dans notre monde, de notre monde et qui est donc considéré comme un héros. Et après, il y a forcément aussi les héros pardon, qui n'existent pas, comme par exemple les héros fictifs, donc comme Superman, les super-héros, Spider-Man, ce genre de choses, donc qui pour la plupart se battent pour la justice. Et donc ça aussi, ça faisait partie du sujet, et ça aussi, il fallait en parler. Donc voilà, pour la culture générale. Passons maintenant à l'épreuve de mathématiques, et bien je pense déjà avoir tout dit en fait lorsque j'ai parlé des cours, c'est très semblable au bac de mathématiques, donc aux mathématiques que vous passez au bac, l'épreuve est à peu près la même. Il y a plusieurs exercices portant sur les différents chapitres vus pendant l'année, donc comme je l'ai dit avant, les bases, les suites, les logiques et pas mal d'autres choses. Encore une fois, je vous renvoie vers le livre Mathématiques pour l'informatique pour le BTS SEO par Xavier Chanet et Patrick Vert, dans lequel vous retrouverez cours et exercices. Alors, c'est pas un placement de produit, c'est juste que moi, mon professeur m'avait conseillé ce livre, et moi, je vous le recommande moi-même. Même en étant très mauvais en mathématiques, ou plutôt j'étais vraiment mauvais en informatique, en mathématiques, pardon, j'ai vraiment pas regretté ce livre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette épreuve, c'est très semblable à ce que vous passerez au bac. Donc c'est plusieurs exercices d'affilée, voilà, portant chacun sur un chapitre, et voilà. Simplement, ça dépend vraiment des sujets que vous avez abordés pendant l'année en mathématiques. Et comme je l'ai dit, les différents sujets, pour la plupart, ne nécessitent aucun prérequis. Donc même si vous avez été mauvais au lycée, c'est l'histoire, c'est plutôt la possibilité, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ en mathématiques. Et de s'accrocher dès le début et de faire des efforts. Passons maintenant donc à l'épreuve suivante, qui s'agit de l'analyse économique, managériale et juridique des services informatiques, que j'ai traduit jusqu'à maintenant par économie et droit en informatique. C'est plus rapide à dire et c'est plus simple, et c'est la vérité et la réalité. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que l'épreuve finale était très simple et que même sans cours vous pouvez y arriver? Et bah c'était la vérité. En fait, cette épreuve correspond à des questions sur documents. Vous avez un ensemble de documents dans votre sujet, du style des textes de loi, des mises en situation, présentation d'une entreprise qui a un problème juridique, etc. Et vous avez juste à répondre à des questions qui se basent sur ces documents. Donc vous lisez le texte, vous lisez les questions, vous pouvez y répondre, même sans connaissance en droit. Donc il suffit juste de savoir lire en fait. Le seul bémol de l'épreuve, c'est que chaque année, il y a un exercice qui est un petit peu particulier, qui porte lui sur l'actualité. Je m'explique.
Prenons un exemple. Récemment, on a beaucoup entendu parler de rançongiciel. Alors je déteste ce terme, c'est le terme français de ransomware, mais bref. Il est possible que l'année prochaine, lors de cette fameuse épreuve de droit, il y ait par exemple un exercice là-dessus. Donc les sujets sont rédigés aux alentours d'octobre. Donc si vous voulez vous assurer une bonne note, faites bien attention à l'actualité de l'informatique. Surtout au niveau de octobre et les semaines qui ont précédé ce mois, donc voilà, septembre, etc. C'est un exercice que je trouve assez maladroit et je comprends pas trop pourquoi l'éducation nationale a mis ça en place. En fait, ça peut être vraiment sur tout et n'importe quoi dans l'actualité informatique. Donc voilà, c'est assez maladroit. Il faut vraiment suivre l'actualité pendant la dernière année, hein, pendant la deuxième année de BTS SEO. Mais rassurez-vous, personnellement, je n'avais aucune idée de quoi répondre à cet exercice quand j'ai vu le sujet. Pour être totalement honnête, je me souviens même plus du sujet, hein, tellement ça m'a pris, tellement je me suis pas pris la tête là-dessus. Je me souviens juste que j'ai répondu un petit peu au hasard en quelques lignes, histoire de pas répondre blanc à cet exercice, et j'ai eu 13,5 à l'épreuve, qui était coefficient. Alors je vais pas m'engager sur les coefficients parce que je m'en souviens pas très bien, mais je crois que c'est coefficient 3 il me semble. Donc voilà, à vérifier. Mais voilà, c'est une épreuve qui peut vous permettre de récupérer sur pas mal d'autres choses, hein. C'est une épreuve qui vaut plus de points que la culture générale. Donc voilà, si vous avez peur de vous planter sur la rédaction de votre synthèse, votre écriture personnelle, bah, cette épreuve peut tout à fait rattraper cette matière, hein, par exemple, ou toute autre matière. Si vous avez du mal en anglais, bah, vous pouvez compter sur cette épreuve pour la rattraper, par exemple. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une épreuve très très simple. On lit les documents, on répond aux questions qui, elles, portent sur les documents. Et voilà, on récolte la bonne note et on est content. Passons maintenant à l'épreuve d'oral d'anglais. Probablement ma préférée, et je pense que ça a été parmi toutes les épreuves que j'ai pu passer dans ma vie, enfin pour des diplômes en général, pour des formations, ce genre de choses. Je pense que c'était mon oral préféré parce qu'en fait j'ai eu 20 sur 20 à l'oral. Si, je vous jure, j'ai vraiment eu 20 à cette épreuve. Donc c'est une épreuve qui se compose en fait en deux parties, l'oral d'anglais. Lors de la première partie, mon examinatrice m'a donné un document vidéo d'environ 2-3 minutes, donc c'était issu d'un mini-reportage qui, pour ma part, portait sur la cybersécurité mondiale. J'avais 20 minutes pour prendre des notes, regarder cette vidéo autant de fois que je le voulais, et au bout de 20 minutes, mon examinateur est revenu, il revient vous chercher et il vous pose la fameuse question: de quoi parle le document que vous avez vu? Et là, c'est parti pour environ 5 minutes de blabla. Il suffit de prendre son temps, il faut pas stresser, chaque détail compte. On parle de qui a enregistré cette vidéo, qui l'a produit, à quel moment, où ça, de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on y apprend. N'hésitez pas non plus à citer des chiffres, hein, pour vraiment montrer que vous avez compris de quoi ça parle. Ne soyez pas trop court, cette partie est censée durer environ 5 minutes. Mais le temps ne fait pas tout, hein. C'est surtout le contenu qui importe. Mais évitez quand même de faire ça trop vite. Et voilà, de faire des pauses de 30 secondes entre chaque phrase, forcément. De ce que je me souvienne, il y avait... Donc moi, je me suis assis à ma place, mon examinateur est arrivé, il m'a dit: vous allez prendre cette vidéo-là. Donc c'était un fichier vidéo, hein, l'ordinateur n'était pas connecté à Internet, donc voilà. N'espérez pas tricher pendant cette épreuve, en plus c'est vraiment facile, ça serait con de le faire. Et je vous invite surtout à ne pas tricher, hein, parce que vraiment, le BTS est quand même relativement facile, hein. Avec un peu de travail, on peut l'avoir très facilement. Mais donc c'était voilà, des fichiers, des fichiers en local, hein, c'était des .mp4 ou un truc comme ça. Bref, il y avait environ une vingtaine de vidéos. Donc il m'avait ouvert un dossier, il m'avait dit: vous allez prendre celle-là. Et donc il y avait une vingtaine d'autres vidéos. Donc voilà, vos camarades qui passeront avant ou après n'auront pas le même document que vous. Enfin, peut-être qu'ils auront le même document, mais il faudra vraiment avoir de la chance, quoi. Donc voilà, une épreuve assez facile. Une fois que vous avez fini votre présentation, donc en 5 minutes, hein, vous parlez simplement de la vidéo, donc de quoi ça parlait, comme je vous l'ai dit. Vous avez une deuxième partie qui là est très spécifique au BTS SEO, qui n'existe dans aucun autre BTS. C'est que vous allez vous rendre sur un logiciel de chat qui s'appelle BipBip. Alors B-E-E-P, B-E-E-P, donc BipBip. Vous pouvez le télécharger gratuitement d'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Vous allez être sur ce logiciel. C'est donc un chat, et votre interlocuteur ne sera autre que votre examinateur. Et donc ce dernier, donc l'examinateur, va simuler une panne, un problème où il va juste vous poser des questions, et il va vous demander comment résoudre son problème, ou de répondre à ses questions. Dans les problèmes les plus courants, on a par exemple: je n'arrive plus à accéder à mes mails. À ça, vous répondez: est-ce que vous êtes connecté à Internet, etc. etc. Enfin, voilà. C'est une simple discussion pour essayer de résoudre le problème de la personne.
Donc c'est vraiment très simple, hein, généralement. Ça peut être un petit peu tout, ça peut être relatif à Internet, ça peut être, voilà, j'ai plus de son sur mon ordi, qu'est-ce qui se passe? Et le mec a juste oublié de démuter son haut-parleur, par exemple, ou il a oublié de débrancher son casque, ou voilà. C'est vraiment des trucs très bêtes, hein, très simples. Ça dépend, toujours, je me souviens pas exactement ce que mes camarades avaient eu comme question, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai eu. Donc c'est une épreuve assez simple, il faut simplement bien lire ce que dit votre interlocuteur. Euh, Essayez de répondre rapidement, mais lisez bien dans votre tête, relisez même, parce que j'ai eu la chance d'avoir quand même 20 sur 20, hein, je me suis plutôt bien débrouillé, mais j'ai lu très rapidement. Il y a un moment où j'ai très mal lu et j'ai un petit peu répondu à côté. Euh, Enfin non, j'ai pas répondu à côté, mais disons que j'aurais répondu autre chose si j'avais bien relu ma phrase. Donc j'ai donné un conseil, mais j'aurais plutôt donné un autre si j'avais bien lu. Enfin voilà, il faut vraiment bien lire et bien répondre. Et essayer de répondre rapidement parce que le but c'est quand même d'aider la personne en face. C'est voilà, on simule simplement un chat d'aide en ligne, comme vous avez notamment sur euh, l'exemple le plus courant que je pourrais donner, c'est les fournisseurs d'accès Internet. Si vous avez déjà eu des problèmes d'internet, vous avez probablement eu affaire à ces chats qui sont généralement interminables. Donc voilà, il ne faut pas prendre autant de temps que les conseillers de ces fournisseurs internet, forcément. Enfin voilà. Euh, Lors de mon épreuve, moi personnellement, donc mon interlocuteur m'a posé des questions sur comment se protéger des ransomware, donc les rançongiciels. J'ai vraiment du mal avec ce terme, j'aime pas du tout, hein. Donc c'était une question qui était bien d'actualité d'ailleurs, vu que le jour même de mon oral, donc moi je l'ai passé quelle heure j'ai passé mon oral? Je l'ai passé à 9h30, 10h environ. Et au même moment, il y avait une grande entreprise française qui était victime du logiciel, quoi, qui était en train de se faire crypter ses données par ce malware, ce ransomware. Donc voilà, c'était vraiment un sujet d'actualité pour le coup. Et donc moi, on m'a simplement posé des questions sur comment se protéger. Donc j'ai expliqué, voilà, la présence d'antivirus, ne pas ouvrir des pièces jointes un petit peu douteuses, éviter de télécharger sur des sites qu'on connaît pas, surtout si c'est des sites illégaux, ce genre de choses. Donc voilà, c'était vraiment c'était une épreuve relativement facile, quoi. Et de ce que j'ai pu voir, toutes les personnes avec qui j'étais en contact, donc d'autres personnes en BTS SEO, ils se sont tous très bien débrouillés pour cette épreuve et tout le monde a eu de très bonnes notes, quoi. Et on a eu tous des examinateurs différents, hein, donc on n'est pas tous passés avec le même examinateur qui était très content de mettre des bonnes notes. Passons donc maintenant, après cette épreuve orale d'anglais, j'ai passé l'épreuve d'algorithme appliqué. Une épreuve qui, mon Dieu, heureusement pour moi, n'était que coefficient 1, parce que ça a été un scandale de mon côté. Dans cette épreuve, un examinateur vous donnera une feuille. Sur cette feuille, vous aurez plusieurs questions par rapport à un code. Sachez que vous pouvez utiliser le langage que vous souhaitez. Donc celui conseillé étant le Python. Moi, je me suis plutôt orienté vers le PHP, parce que j'avais fait beaucoup de choses en PHP dans mon alternance en deuxième année, hein. C'était le langage principal que j'utilisais. Mais malgré le fait que j'ai utilisé ce langage, ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. Je vous invite quand même fortement à vous entraîner sur un langage pour vraiment passer l'épreuve tranquillement. Si vous ne savez pas lequel prendre, prenez le Python et vraiment bossez ça à fond pendant une semaine avant l'épreuve et c'est bon, ça passera tout seul normalement. J'ai pas pu garder le sujet. Donc avant de sortir de la salle, le mec m'a dit ouais, il faut que vous me remettiez le sujet, je peux pas vous le laisser. Donc je peux plus vous dire exactement, enfin je me souviens à peu près de ce qu'on m'a demandé, mais je pourrais pas vous montrer le sujet ni enfin, et d'ailleurs, le sujet n'était pas le même, vu que cet oral s'est déroulé pardon, sur 2 jours. Et donc j'avais certains de mes camarades qui sont passés le deuxième jour, moi j'étais passé le premier, et ils n'avaient pas du tout le même sujet. Donc j'imagine que à travers toute la France, à travers tous les établissements scolaires qui proposaient cette formation, le sujet n'était jamais le même. Donc c'est un petit peu faussé, encore une fois, l'éducation nationale. Ah, je vous envoie une petite pique, je trouve pas ça très génial comme épreuve. Donc voilà, je vous invite fortement à vous entraîner sur un langage avant de le passer, de bosser ça pendant quelques jours, quelques semaines, même avant l'épreuve. Donc j'ai pas pu garder le sujet, mais si je peux vous donner un conseil, révisez les classes, les variables, les listes, les appels de fonctions, les fonctions en général. Mon sujet était relativement difficile, et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur ma chaîne depuis un petit bout de temps, enfin voilà, vous savez que je fais de la programmation depuis longtemps. Donc pour moi, on m'a dit algorithme appliqué, je me suis dit bon allez, facile. Et en fait, le sujet était quand même très difficile même. Et encore une fois, ça dépend des années. La promo juste avant moi, donc ceux qui l'ont passé en 2016, donc des amis à moi qui étaient dans la même école, hein, donc lorsque j'étais en première année, eux étaient en deuxième. J'avais un petit peu reparlé avec eux après leurs épreuves, et eux, ils ont eu pour objectif de rédiger un code permettant de donner l'IMC.
Donc en gros, vous donnez votre poids, votre taille, et en fait ça vous donne un IMC, et grâce à cet IMC, vous allez pouvoir savoir si vous êtes dans la normale, au niveau de votre corpulence. Et donc ça, c'est un truc super simple à développer, je veux dire. Allez sur internet, tapez IMC, vous regardez comment ça fonctionne, on va vous donner une équation, donc c'est genre poids divisé par taille en centimètres ou l'inverse, je sais plus, multiplié par quelque chose. Enfin voilà, regardez sur internet, mais c'est un truc super simple à coder quoi. On demande à l'utilisateur son poids, sa taille, son poids en kilos et sa taille en centimètres, il le rentre et il le reçoit tout directement. Euh, c'est quelque chose de très simple, hein, réalisation d'un IMC, donc ce que eux ont eu l'année dernière, c'était super simple par rapport à ce que nous on avait eu. Revenons donc à l'épreuve, après avoir répondu aux différentes questions sur la feuille. Donc les questions c'est à quoi sert, vous avez par exemple un morceau de code, on vous demande à quoi ça sert, à quoi sert cette ligne, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment régler ce problème. Voilà. Des questions spécifiques à un code ou à un pseudocode, ça dépend. Généralement c'est un pseudocode. Euh, une fois que vous avez répondu donc aux différentes questions sur cette feuille, vous passez à la deuxième partie qui elle a eu lieu sur ordinateur. Donc encore une fois, vous avez un code sur votre feuille et vous devez généralement soit le recréer, donc c'est un pseudocode, hein, et vous devez le recréer dans votre langage, puis lui apporter des modifications, donc lui ajouter des fonctions, modifier, etc. Donc une fois que cette seconde étape est terminée, donc vous avez rédigé votre code, vous avez répondu, enfin plutôt vous avez rédigé ce qu'on vous demandait, tout ce qui avait marqué sur la feuille. Une fois que ça c'est fait, je ne sais plus exactement combien de temps vous avez, il me semble que c'est 20 minutes ou une demi-heure, il me semble une demi-heure. Et une fois que voilà, vous avez tout rédigé et tout, vous vous rendez dans une salle avec un examinateur et vous devez simplement lui expliquer votre code. Pourquoi vous avez marqué ça là, à quoi ça sert, c'est pour répondre à quelle question. Il va vous demander déjà est-ce que votre code fonctionne. Donc si vous dites oui, bah, vous avez déjà quelques points. Si vous dites non, bah, c'est plutôt mal barré. Il va vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait de cette manière, donc il faudra expliquer pourquoi comme ça et pas d'une autre façon. Et pour chaque exercice écrit sur la feuille, bien évidemment, donc chaque exercice écrit sur la feuille, il fallait le refaire sur l'ordinateur, quoi. Et donc après, il faut bien expliquer à l'examinateur pourquoi vous avez fait ça. Vous avez compris que de mon côté, je l'ai insinué, et je le dis clairement, j'ai raté cette épreuve, hein. C'était vraiment un scandale. J'imagine que vous attendez tous à avoir ma note. Est-ce que je vais vous la donner? Bah allez, je vous la donne. J'ai eu 5 sur 20 à cette épreuve. Donc ouais, j'en suis pas très fier, hein, mais c'est la seule note que j'ai eue sous la moyenne à ce BTS. Je tiens quand même à le préciser. Pour être honnête, je pensais avoir plus que 5. Je me suis pointé devant l'examinateur, donc à la dernière partie, hein, une dernière ligne droite, où il me demandait pourquoi j'ai fait comme ça. Il m'a demandé est-ce que votre code marche. Il faut savoir que mon code fonctionnait, hein, donc je lui ai dit oui, mon code fonctionne. J'ai vu qu'il a marqué quelque chose sur sa feuille du genre ok, le code fonctionne, donc voilà, il y a déjà quelques points. Et puis en fait, mon code était. On avait les informations nécessaires, mais c'était pas optimisé du tout. C'était vraiment un mauvais code, quoi. Si j'utilisais ça dans une situation professionnelle, je pense que je me ferais virer. Voilà, pour vous dire. Donc voilà, c'était quand même une épreuve assez difficile, mais bon, je pensais pas avoir 5 non plus, je pensais que j'allais avoir 10 ou quelque chose comme ça, parce que le code fonctionnait quand même, mais voilà. Et aussi, j'allais l'oublier, il y a certaines questions en fait, je me souviens qu'il y avait 5 questions sur la deuxième partie, donc quand il fallait marquer le code sur l'ordinateur. J'ai réussi la première, la deuxième et la troisième, en fait je me suis trompé. Et vu que la quatrième et la cinquième question dépendaient de la troisième, donc elles dépendaient les unes des autres, bah forcément j'en ai raté une, donc il y en a deux autres qui ont sauté. Donc au final j'ai eu deux réponses juste sur 5, deux exercices juste sur 5. Donc forcément, voilà, c'est pas très pratique. Mais encore une fois, voilà, l'épreuve dépend vraiment des années. Vous pouvez avoir un sujet très simple, un sujet très difficile, enfin voilà, ça dépend vraiment. Passons maintenant au projet, la fameuse présentation dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Vous allez devoir réaliser deux projets, donc ensuite passer devant un jury qui choisira l'un des deux. Donc voilà, vous présentez pas deux projets, hein, enfin, vous proposez deux projets et eux en choisissent un que vous allez présenter. Et une fois que voilà, on va vous dire ouais, nous en tant que jury, on veut que vous nous présentiez ce projet-là. Ils vont ensuite vous demander de faire des modifications sur le projet. Donc encore une fois, pour imager tout ça, je vais me prendre pour exemple donc l'épreuve que moi j'ai passée avec mes propres projets. Pour rappel, j'ai développé un jeu vidéo et un site internet, donc comme je l'ai expliqué avant. Et devinez ce qu'ils ont pris, devinez quel sujet ils ont choisi.
Ouais, vous auriez choisi quoi? Vous auriez choisi le jeu, on est d'accord. Et bah eux, ils ont choisi le site. Pour être honnête, je pensais vraiment tomber sur le jeu parce que comme je l'ai dit, c'était un sujet un peu original, ça sortait de l'ordinaire. Et au final, ils ont quand même choisi le site, donc je devais parler du site. Donc avant de vous expliquer ce qu'on m'a demandé de faire pendant cette épreuve, laissez-moi vous parler de ce fameux site et de ce qu'il y a dessus. Donc j'en ai un petit peu parlé avant, mais rentrons maintenant dans les détails. Donc on a un site équipé d'un back-office. Donc comprenez authentification, protection de mot de passe, ce genre de choses. On a un système d'ajout d'articles. Bien évidemment, la possibilité de modifier les articles de blog ou de les supprimer. On a un système de commentaires, donc on peut ajouter des commentaires, on peut ensuite les modérer, donc les supprimer, etc. Et bien d'autres joyeuses fonctionnalités. Le site possède donc une base de données qui stocke les utilisateurs, les articles, les commentaires et encore plein d'autres choses. Maintenant que vous connaissez un petit peu mon projet plus en détail, donc le site, voilà ce qu'on m'a demandé. Jusqu'à maintenant, donc avant l'épreuve, jusqu'à maintenant, chaque utilisateur pouvait ajouter un article directement sans avoir besoin de le faire valider. Donc quand je parle d'utilisateur, je parle évidemment d'admin, qui ont le mot de passe du back-office pour s'y connecter et ajouter des articles. Donc chaque personne qui avait un mot de passe pouvait s'y connecter, ajouter son article, à cliquer sur envoyer, et l'article était donc affiché directement sur le site. Il n'y avait pas de vérification, quoi. Et donc l'utilisateur, voilà, il écrit son article, il appuie sur envoyer, l'article est accessible sur le site. Le jury m'a demandé de mettre en place ce qu'on appelle un super admin. En gros, c'est ce dernier qui ira vérifier les articles avant d'autoriser la mise en ligne. Donc en gros, chaque fois qu'un admin, un admin normal, ajoute un article sur le site, il appuie, voilà, il remplit le titre, le contenu, il met son image, machin et tout. Il appuie sur envoyer. L'article ne doit pas être directement en ligne, mais il doit être bloqué en attendant la validation du super admin. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai développé ce site de A à Z, donc j'ai eu aucun mal à cerner la façon de faire et les différentes choses à modifier. Vous l'avez donc compris, j'ai réussi à effectuer les modifications qu'on m'a demandé et cela m'a valu un 16 sur 20 à cette épreuve. Épreuve qui est coefficient 5 je crois, c'est l'un des plus gros coefficients. Donc c'est une épreuve qu'il ne faut pas rater, mais c'est une épreuve facile en fait. Il suffit vraiment de travailler vos deux projets et de bien les connaître sur le bout des doigts. Je me souviens plus exactement par contre du temps de l'épreuve, mais dans mes souvenirs on avait environ 15 à 20 minutes pour réfléchir à ce qu'on nous a demandé. Donc ils m'ont dit voilà, vous vous asseyez là, machin. Donc on veut que vous mettiez en place un système de super admin qui ira lui valider ou refuser les articles écrits par les autres admins. Et donc s'il accepte, l'article est en ligne, s'il refuse, l'article est supprimé. Et donc il n'est pas mis en ligne. Euh, donc de ce que je me souviens, on avait environ 15 à 20 minutes pour réfléchir à ce qu'on nous a demandé. Donc le jury revient vers vous après cette période de temps et il vous demande alors vous allez procéder comment? Est-ce que vous avez des idées? Et donc après leur avoir expliqué, vous avez environ 1 heure pour réaliser les modifications. Donc voilà, ils m'ont dit voilà, on veut ce fameux système de super admin. Ils m'ont laissé 15 minutes pour prendre des notes, pour que je me souvienne bien de la structure de la base de données, de ce que j'allais faire. Et puis au bout de 15 minutes, je leur ai expliqué voilà, j'ai une base de données, tous les admins sont stockés dans une table. Donc j'avais une table utilisateur, donc il y avait un ID, donc le numéro en gros d'inscription de l'utilisateur, donc le premier admin, le deuxième, le troisième, etc. On avait le nom de compte de l'admin, le mot de passe crypté, et j'ai donc dû ajouter tout simplement une sorte de variable qui était 0 ou 1, et donc si l'utilisateur, l'admin avait un 0 dans cette case, il était un admin normal, s'il avait un 1, c'était le super admin. Et donc l'interface affichée n'était pas le même. Le super admin avait donc plus de droits qu'un admin normal. Et donc il devait accepter ou refuser les différents articles rédigés par les autres. Donc voilà, j'ai expliqué ça tout simplement au jury, je leur ai dit voilà, il faut mettre à jour la table des utilisateurs, ajouter cette fameuse variable pour vérifier si c'est un super admin ou non. Il fallait aussi adapter le système d'articles. Pareil, même genre, on ajoute une variable sur 0 ou 1. Est-ce que l'article, donc lorsque quelqu'un rédige un article, cette fameuse variable est sur 0, c'est la variable visibilité par exemple, on pourrait l'appeler, donc elle est sur 0, donc l'article n'est pas affiché, et après le passage du super admin qui lui accepte les articles, ce fameux 0 passe sur 1, donc la variable est confirmée, l'article est en ligne et il est donc affiché sur le site. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur un site, et pour quelqu'un qui n'a pas forcément travaillé sur ce projet, donc pour mes camarades par exemple, ça pouvait sembler difficile parce que c'est pas leur projet, mais pour moi ça paraissait assez simple. Parce que comme je l'ai dit, je connaissais tout mon projet sur le bout des doigts et je pouvais voilà, faire toutes les modifications qu'on m'aurait demandé, pratiquement toutes.
Donc voilà, j'ai vraiment eu aucun mal à, à leur expliquer ce que j'allais faire. Et puis ensuite, pendant 1 heure, j'avais 1 heure pour réaliser ce système, ou du moins réaliser le plus possible. Et j'ai fini en environ 45 minutes, je dirais à peu près. Alors forcément, le système final, la page, par exemple, pour la validation ou le refus des articles, était pas très optimisé, c'était pas très très joli, hein. C'était une simple page blanche avec le titre de l'article, une case à cocher pour valider, pour accepter ou non l'article, et on appuie sur le bouton final, accepter les articles, et tous les articles pardon, qui étaient cochés étaient donc acceptés, et les autres étaient simplement refusés. Donc voilà, c'était pas très joli, c'était fait sur une page blanche, mais voilà, c'était le but, c'est que ça fonctionne. Comme je l'ai dit, les examinateurs, la situation professionnelle, ils s'en fichent. Et le niveau de design, ils s'en fichent, hein. Vous pouvez avoir un site super moche et avoir énormément de code derrière, ça va beaucoup plus leur plaire que l'inverse. Voilà. Donc une fois que l'heure est passée, le jury revient vers vous, donc après que vous ayez fait les modifications, et vous leur montrez le résultat final. Donc les choses que vous avez ajoutées, modifiées, éventuellement supprimées de votre code pour arriver à ce résultat. Donc voilà, je leur ai présenté tout ça, je leur ai expliqué comment j'ai fait, et puis voilà, ils étaient très contents, ils ont vu que ça fonctionnait, alors ils ont dit voilà, c'est bon, c'est terminé, vous avez bien présenté, voilà, allez, arrivederci, à la prochaine. Donc voilà, c'est une épreuve qui s'était super bien passée, donc 16 sur 20, j'avais obtenu à cette épreuve. Donc voilà, c'est vraiment une épreuve qu'il faut travailler, c'est vraiment une épreuve simple, et il faut vraiment prendre son temps et faire des projets bien construits. Maintenant, j'aimerais parler de la dernière épreuve que j'ai passée. Donc, on passe à la 9e épreuve, hein. Ça fait déjà, je vous ai déjà parlé des 8 autres que j'ai passées. Donc, la 9e, la dernière, qui s'appelle Parcours de professionnalisation. Alors, dit comme ça, on croirait presque avoir affaire à une épreuve physique du genre parcours du combattant ou quelque chose comme ça, mais pas du tout, hein, vous inquiétez pas. Le principe de cette épreuve est simple. Vous racontez votre vie. Alors bien évidemment, on n'allait pas raconter au jury que vous avez un chien ou que vous aimez bien manger des pâtes. Donc voilà, il va falloir parler de vous. Qu'est-ce que vous avez fait avant ce BTS? Qu'aimeriez-vous faire après? Pourquoi avoir fait ce BTS et pas un autre? Parler de vos expériences professionnelles, vos stages, vos projets, votre alternance si vous en avez eu une. Vous allez simplement avoir besoin d'un support de votre choix. Donc soit vous allez faire un diaporama, donc première partie, ma présentation, deuxième partie, mes stages, troisième partie, mes projets, etc. etc. Donc soit un diaporama, soit sur un site internet. Et si vous avez fait une formation en SLAM, donc option développement comme moi, faites un site. Surtout ne faites pas de diaporama. Ça sera beaucoup mieux vu si vous avez fait un site que si vous faites un diaporama tout bête. Ça sera bien mieux vu par les examinateurs. Le dit site peut être fait sous un CMS comme WordPress, contrairement au projet. Là, on s'en fiche de l'aspect technique. Le but, c'est d'avoir un support sur lequel montrer, sur lequel vous présentez plutôt. Donc voilà, même si vous êtes développeur, n'hésitez pas à utiliser un CMS. Moi, j'avais utilisé le CMS PageKit pour faire un site très rapidement et très facilement. À partir de là, il n'y a plus qu'à parler. Si vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral, ne paniquez pas. C'est une épreuve simple, vous n'avez rien à apprendre, rien à ressortir par cœur. Si vous souhaitez voir des exemples de supports, ou plutôt de sites, pour cette fameuse épreuve, vous allez sur Google et vous tapez BTS SEO site E6. Et là, vous allez tomber sur plein de sites d'anciens élèves. Donc, il y aura généralement leur nom, leur prénom sur Google avec marqué épreuve E6, BTS SEO, machin truc. Je vous aurais bien donné le mien, mais je l'ai retiré après avoir reçu mes résultats. Donc, c'était un site qui servait à rien. C'était un site que j'avais hébergé sur un sous-domaine de l'un de mes sites que j'ai réalisé pour le boulot, quoi. Donc voilà, j'avais créé un sous-domaine pour éviter de payer un nom de domaine juste pour cette épreuve, quoi. Donc encore une fois, voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter un nom de domaine, hein. Vous pouvez mettre ça en ligne sur WordPress directement en ligne gratuitement, quoi. Ou sur un autre hébergeur. Donc voilà, si vous voulez des exemples, tapez BTS SEO site E6 sur Google et vous tomberez voilà, sur plein de sites d'anciens élèves. Si je peux vous donner un conseil, ne vous enfermez pas dans les détails lors de cette présentation. Si lors de vos stages, vous avez par exemple créé un site internet, dites au jury avec quel outil et de quelle manière, mais n'allez pas plus loin. Et pour cause, cette épreuve est divisée en 2 parties. D'abord, une présentation orale de 20 minutes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué durant laquelle vous allez en fait parler de vous, hein, raconter votre vie, quoi, ce que vous avez fait avant, ce que vous faites maintenant, pourquoi est-ce que vous avez fait ce BTS, etc. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui viennent de tiquer au moment où j'ai dit oral de 20 minutes, mais n'allez pas croire que 20 minutes c'est beaucoup trop long. C'est même assez court pour cette épreuve. Je vous rappelle que vous devez parler de vous,
de vos stages, de vos projets, de vos ambitions, du BTS, pourquoi avoir fait ça et pas autre chose, etc. En fait, les 20 minutes passent super vite et on s'en rend pas compte. Généralement, votre professeur qui vous accompagne pendant la rédaction de votre support, hein, et qui vous aide, qui vous répond à vos différentes questions, il va vous conseiller de vous entraîner oralement. Alors voilà, vous pourrez aller vous entraîner chez votre copain, votre copine, chez vos parents, devant votre chien, enfin voilà, vous pouvez vous entraîner devant qui vous voulez. Je vous conseille voilà, de vous entraîner avec votre support derrière vous, vous parlez, voilà, vous présentez les stages, les projets, etc. Et surtout que vous chronométrez l'épreuve. Et vous allez voir que vous allez être assez étonné. Si vous prenez bien votre temps, vous parlez de tout, vous n'oubliez rien, vous allez être assez étonné et pour la plupart d'entre vous, vous allez même dépasser les 20 minutes. Donc voilà, euh, chronométrez ça, entraînez-vous pour cette épreuve. Voilà, si vous avez prévu de faire un BTS SEO par la suite, ça c'est pour la deuxième année uniquement. En première année, il n'est pas question d'épreuve E6, de rédaction d'un support pour se présenter, etc. C'est surtout en deuxième année que vous allez le faire. Et donc après cette présentation de 20 minutes face au jury, arrive la seconde partie qui correspond à une sorte d'entretien entre vous et le jury. Alors quand je parle d'entretien, je ne parle pas d'entretien professionnel, de recrutement, etc. Je parle en fait tout simplement de questions, d'échanges sur ce que vous avez raconté. Comme je vous l'ai dit, évitez de vous enfermer dans les détails. Moi, j'ai fait cette erreur, je suis trop rentré dans les détails et on m'a posé des questions très spécifiques en matière de cybersécurité. Et ces questions, j'étais incapable d'y répondre. Donc voilà, parlez uniquement de ce que vous connaissez sur le bout des doigts, ne rentrez pas trop dans les détails. De toute façon, on va vous poser des questions sur ce que vous racontez. Donc voilà, si à un moment vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, essayez de couper court à ce sujet-là et de passer à la suite. Donc malgré cette erreur de ma part, j'ai pu obtenir un 12,5, ce qui n'est pas si mal, mais j'aurais pu obtenir une bien meilleure note si j'avais bien fait attention à ce que je racontais. Et pourtant, je m'étais quand même relativement bien entraîné, j'avais chronométré. Certaines fois, j'arrivais à 18 minutes, certaines fois, j'arrivais à 25 minutes. Euh, il vaut mieux faire, donc comme j'ai dit, ça dure environ 20 minutes, il vaut mieux faire une présentation de 20 minutes, 15 minutes, enfin plutôt de 15 minutes qu'une présentation de 25 minutes. Surtout, évitez de dépasser le temps imparti. Voilà, on arrive à la fin. Je vous ai parlé de toutes les épreuves du BTS SEO. Donc, je vous rappelle encore une fois qu'il existe des options auxquelles moi je n'étais pas inscrit, comme les maths approfondies, qui correspondent, comme son nom l'indique, à des maths en plus poussées, tout simplement, avec plus d'exercices et plus de questions techniques. Il est aussi possible de s'inscrire pour une deuxième langue vivante, généralement de votre choix. Donc allemand, espagnol, voilà, un petit peu toutes les langues. Ça dépend encore une fois de l'école et des langues proposées. Et on va maintenant finir ce podcast par une mini FAQ, alors vraiment mini parce qu'il y a très peu de questions. J'ai demandé à mes abonnés sur YouTube et sur Twitter s'ils avaient des questions par rapport à ce BTS SEO et je vais répondre maintenant à ces différentes questions du mieux que je peux. Alors on m'a posé une question qui était: quel est le niveau requis pour ce BTS? Et donc pour te répondre, tout d'abord, pour pouvoir entrer dans un BTS en général, il faut le diplôme du bac. C'est impossible de faire un BTS sans avoir un bac ou équivalent. Sans ça, c'est pas possible d'y accéder. En ce qui me concerne, en ce qui concerne plutôt le niveau de compétences requis, c'est clairement le niveau bac. Et encore, j'ai trouvé que le BTS était plus simple que le bac. J'ai eu beaucoup de mal pendant mes années de lycée à garder la tête hors de l'eau, comparé au BTS où c'était vraiment, voilà, pour utiliser une expression un peu commune, c'était un peu les doigts dans le nez, quoi. C'était quand même relativement facile. Donc, si tu as réussi à avoir ton bac, il ne devrait pas y avoir de soucis pour avoir le BTS, quoi. Il faut vraiment travailler, il faut s'accrocher forcément. C'est pas parce que je vous dis que c'est plus simple qu'il faut se relâcher et se dire ah mais c'est bon, voilà, BTS c'est les vacances. Alors, j'ai pas dit ça, hein. J'ai simplement dit que c'était plus simple que le bac. Après j'ai passé un bac général, j'ai passé un bac ES qui n'avait rien à voir avec tout ça, avec l'informatique. Et j'ai envie de dire que le bac ES, enfin, le bac ES, c'est un diplôme qui est sous-valorisé, je trouve, aujourd'hui. Et on dit, voilà, ouais, j'ai eu mon bac, youpi, etc. Mais ça doit quand même être une fierté, parce que c'est quand même un diplôme qui n'est pas forcément super facile. Je veux dire, certains ont tendance à dire, voilà, le bac S, c'est le bac suprême, le bac génial et tout. Mais n'allez pas croire qu'un bac S est plus dur qu'un bac ES. C'est toujours très spécifique, hein. Le bac S, c'est des matières scientifiques, c'est les maths, etc. ES, ça va plutôt être l'économie, le social. Voilà. Des personnes en ES ne pourront peut-être pas répondre à des sujets S et inversement. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le bac était quand même une épreuve assez difficile, pour être honnête. J'ai jamais été très fan de l'école non plus, hein. J'ai essayé de quitter l'école le plus vite possible, malheureusement c'était pas possible.
Enfin, malheureusement, je ne le regrette surtout pas aujourd'hui, hein. Je vous conseille vraiment de faire des études et de vous orienter là-dessus. Mais voilà, pour le niveau requis, c'est le niveau bac. Et encore, c'est même un petit peu plus simple par moment, même généralement. Quels sont les débouchés après le BTS SEO et que peut-on faire? Une autre question qui m'a été posée sur Twitter. Donc, il est possible de travailler directement à la sortie du BTS. Le BTS SEO étant, enfin, comme tous les BTS en fait, étant plutôt apprécié des employeurs, mais il est aussi possible de continuer à étudier l'informatique en licence, donc à la fac. Donc, sachez quand même que le niveau BTS et fac est bien différent. Je parlais un petit peu avant de la différence entre bac et BTS. La différence entre BTS et licence, donc en fac, c'est encore autre chose. Et là, c'est vraiment une transition difficile. Toutes les personnes que je connais qui ont réalisé une licence après leur BTS SEO, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Quand je leur ai demandé comment ça se passe, ils m'ont dit c'est difficile. C'est pas du tout la même chose qu'en BTS. Alors je dis pas du tout ça pour vous décourager, hein, au contraire, je vous invite vraiment à faire les études pardon, que vous aimez et d'aller le plus loin possible dans ces dernières. Mais comme j'ai dit, euh, il est possible de travailler directement à la sortie juste avec le BTS. Mais voilà, si vous préférez aller plus loin, vous pouvez évidemment réaliser une licence. Il y a bien évidemment des débouchés après ce BTS. Passons ensuite à la question suivante, qui était: est-il nécessaire d'avoir les bases en informatique pour faire ce BTS? Est-il possible d'y aller sans s'y connaître en informatique? Question très intéressante, et il est tout à fait possible de suivre ce cursus en BTS SEO sans connaissance dans l'informatique. Je vais pas vous mentir, c'est toujours mieux d'en avoir, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu une longueur d'avance. Le début sera peut-être un petit peu difficile si vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine-là, mais il faudra pas lâcher, il faudra s'accrocher, il faudra être motivé surtout, et il faut aussi travailler à la maison et s'entraîner pour ne rien oublier. Parce que l'informatique, c'est quelque chose qui s'utilise au quotidien. Si vous faites des études là-dedans, si vous faites de la programmation, et encore une fois, voilà, je fais un gros clin d'œil aux personnes qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne. La programmation, voilà, vous tapez du code, vous arrêtez pendant 2 mois, vous revenez sur un code, vous allez avoir des trous de mémoire. Parce que vous n'avez pas assez pratiqué ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et moi, j'avais subi ça à un moment. J'avais beaucoup codé pendant genre 2 ans et demi, 3 ans, hein, presque sans relâche, donc pas tous les jours, mais toutes les semaines, j'en faisais un petit peu. Et puis j'ai eu une période un petit peu plus difficile dans ma vie. Alors bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais j'ai eu une période où j'étais vraiment pas bien. Et pendant 6 mois, j'ai pas touché à un ordinateur, j'ai pas touché à du code. Et c'était en plein pendant cette formation, hein. C'était à moitié sur les vacances aussi. Donc voilà, il y avait quand même une période peu importante là-dedans. Mais voilà, pendant 6 mois, j'ai pas pu toucher à du code. Enfin, j'avais vraiment pas envie, j'avais pas la motivation. Et je me suis retrouvé face à un ordinateur au bout de 6 mois, face à une page de code. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai dû vraiment m'appuyer sur la documentation et sur certains morceaux de code que j'avais marqués à l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille sans relâche et surtout si vous êtes débutant. Alors on pourrait croire alors moi c'était pas mon cas, hein, j'avais déjà des connaissances, et on pourrait croire que je parle de quelque chose que je ne connais pas, dans le sens où moi j'avais des connaissances. Mais ça me fait vraiment penser à un ami qui lui est en première année, enfin qui vient de passer en deuxième année, donc il est de la promo 2018, il passera son épreuve en 2018. Donc lui entre en deuxième année quand moi je termine ce BTS, et lui est arrivé et il n'avait aucune connaissance en informatique. Donc il savait allumer un ordinateur, il savait taper sur un clavier, il connaissait Word, mais voilà, la programmation, jamais il en avait entendu parler. Euh, il s'y connaissait pas en antivirus, désinstaller un logiciel, ce genre de choses. C'est des choses assez basiques que la plupart d'entre nous savons faire. Mais voilà, il y a des personnes, c'est pas vraiment leur domaine, mais ils ont envie de se renseigner là-dedans, ils ont envie de se lancer là-dedans. Et c'est un secteur d'avenir, c'est totalement compréhensible. Et donc voilà, quand j'avais vu cette question, ça m'a beaucoup fait penser à lui, qui n'avait pas beaucoup de connaissances et qui aujourd'hui, au bout d'un an, connaît énormément de choses. Donc forcément, il y a d'autres de ses camarades qui connaissent plus de choses, qui ont eu le temps d'aller plus loin. Mais lui, c'est vraiment bien accroché et il se débrouille très bien. Il a eu une très bonne moyenne en première année et je lui souhaite vraiment de faire la même chose en deuxième année, quoi. Donc, tout à fait possible de faire ce BTS sans connaissance dans le domaine. Dernière question, donc comme j'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais c'est des questions très intéressantes. Qu'as-tu fait avant ce BTS et de ton point de vue, était-ce plus ou moins difficile? Alors j'ai déjà partiellement répondu à cette question, mais je vais quand même reprendre ce que j'ai dit. Donc avant ce BTS, j'ai passé un bac économie et sociale, donc dit ES aujourd'hui.
Et de mon point de vue, le BTS SEO était plus simple que le bac. Donc voilà, je l'ai expliqué avant. Donc attention, je ne fais pas de généralité, je parle uniquement de mon point de vue à moi et de mon expérience personnelle. Ce qui... Il y a plusieurs facteurs en fait à prendre en compte. Déjà le fait que je me suis dirigé vers un bac général parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire par la suite. Donc j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard et j'ai fait ce bac pour rester dans le plus général possible et j'ai par chance fini par trouver le domaine dans lequel je voulais me lancer. Mais voilà, j'étais déjà engagé sur un bac économie et sociale. Donc j'aurais peut-être dû m'engager plutôt sur un bac STI 2D qui est dit aujourd'hui, qui est un peu un bac informatique. Mais voilà, j'ai pu atteindre le BTS SEO en ayant fait ES, hein. Donc voilà, votre bac, disons, le bac est quand même important. Si vous avez un bac si vous avez fait un bac pro en, alors je vais prendre vraiment un exemple, voilà, l'exemple opposé. Si vous avez fait un bac pro en agriculture par exemple, ça va être difficile d'entrer pour du SEO. Donc il y aura peut-être des négociations à faire avec certaines écoles, leur dire que vous êtes vraiment motivé, etc. Et peut-être que vous pourrez y rentrer. Enfin, je pense que vous pourrez y rentrer, mais ça sera un petit peu plus difficile que vous avez fait un bac STI 2D ou un bac ES. Donc voilà. Moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc j'ai fait un bac qui est quand même relativement difficile. C'est un des bacs principaux. Comme je l'ai dit, moi je trouve que le bac S, le bac ES, même le bac L, hein, j'en ai pas beaucoup parlé du bac L parce que, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Mais ce sont les trois bacs principaux, donc S, ES et L. Il y en a plein d'autres à côté, hein, mais c'est les trois dont on entend le plus parler. Et moi, je trouve que le bac a toujours été difficile, peu importe la section, par rapport au BTS, que j'ai trouvé quand même plus simple. Donc j'ai fait un bac ES, comme j'ai dit, donc économie et social, et j'avais aucune passion pour l'économie ni pour le social. J'étais même nul, hein, dans les deux. Donc lorsque j'ai commencé le BTS, je me suis retrouvé à bosser sur des trucs que j'aimais bien, un domaine que je connaissais, que j'aimais bien, voilà, que j'avais envie de développer. Et donc forcément ça m'a motivé, j'étais motivé. Je me levais le matin, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'aller en cours. Alors que je me levais le matin du lycée, je regardais mon emploi du temps, je voyais 2 heures d'économie et sociale le lundi matin, je peux vous dire que j'avais pas envie d'y aller, quoi. J'avais aucune motivation, j'avais pas envie de travailler. Donc voilà. Ça dépend aussi de votre expérience personnelle et de ce que vous aimez dans la vie. Donc, mais forcément, moi, voilà, j'aimais ce domaine, donc ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'avais envie de me lever le matin, j'avais envie d'aller bosser en cours, quoi. C'est pas comme le lycée où voilà, je me contentais de faire acte de présence et de garder ma moyenne au-dessus de 10, quoi, histoire d'avoir le bac. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on est passionné et qu'on veut se lancer dans cette branche qui est l'informatique, le BTS n'est pas une épreuve très difficile. Le BTS SEO. Voilà, chers amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo podcast plutôt, pour finir cette FAQ. Voilà. J'espère que tout est clair et que j'ai pu vraiment vous permettre de découvrir cette formation qu'est le BTS SEO, d'en apprendre plus. Je vais répéter 2-3 petites choses que j'ai dit en début de vidéo, mais je ne pousse personne à faire cette formation. Cette vidéo est uniquement à titre informatif. Elle est mise en ligne pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur ce fameux diplôme post-bac. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il semblerait un petit peu que je fasse l'apologie de ce BTS. Il semblerait que ces 2 ans aient été quasi parfaits de mon côté, si on écoute cette vidéo. Vu que à aucun moment je n'ai parlé de négatif, ou presque pas. Et la raison à ça, c'est tout simplement que voilà, c'est mon opinion personnelle, c'est la vérité, et j'ai jamais rencontré de points négatifs à travers ma formation. Évidemment, je rappelle que toutes les prises de parti de cette vidéo sont basées sur mon opinion personnelle. J'ai envoyé une petite pique à l'éducation nationale, mais n'oubliez pas que voilà, l'enseignement en France est quand même gratuit, on a l'un des meilleurs systèmes au monde concernant l'apprentissage. Voilà, c'est mon opinion personnelle, hein, je ne fais pas de généralité. Si vous voulez vraiment vous faire un avis sur ce BTS SEO, ce que je vous recommande directement, c'est de chercher des avis d'anciens élèves autres que moi. Moi, j'ai donné mon avis, j'ai trouvé cette formation vraiment super cool, mais j'ai 2-3 collègues, 2-3 camarades qui étaient avec moi en cours, vous leur demanderez, ils vous auraient dit, bon, bof. Enfin, en fait, les 2 personnes à qui je pense ne l'ont pas eu, ce fameux BTS SEO, donc forcément ils n'ont pas forcément la meilleure appréciation, la meilleure... ils sont assez antipathiques vis-à-vis de ce BTS. Mais voilà, il y en a d'autres qui l'ont eu et qui vous diront, voilà, bon, c'était une bonne formation, mais voilà, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Je sais pas ce que je vais faire maintenant, est-ce que je continue en licence, est-ce que je cherche du boulot, voilà. Moi j'ai été très excité et très content à l'idée de faire cette formation, et surtout quand je l'ai terminée et que j'ai eu des résultats positifs. Voilà, mais après ça dépend forcément des personnes. Donc si vous voulez vraiment vous faire un avis,
voilà, voyez aussi avec d'autres élèves, donc pas forcément. Ne vous basez pas que sur un seul avis dans la vie en général. Ne vous basez pas que sur mon avis sur cette vidéo, sur ce podcast. Basez-vous aussi, regardez un petit peu, faites des recherches. Et puis si vous connaissez des gens dans votre entourage qui l'ont fait, demandez-leur ce que eux en ont pensé, posez-leur des questions, comparez ce que moi je vous ai dit dans cette vidéo et comparez ce que eux vont vous dire. Ça sera peut-être différent, ça sera peut-être la même chose. Voilà, ça dépend vraiment du vécu des gens. Mais en tout cas, voilà, ça vous permettra d'avoir d'autres avis venant d'autres personnes qui ont probablement fréquenté d'autres écoles et à d'autres moments, selon les années. Et voilà, pour finir, si vous avez la moindre question concernant cette formation, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la chaîne sur laquelle j'upload cette vidéo, donc je tiens depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant, possède pas mal de vidéos et une communauté assez grande. Donc voilà, je pourrais peut-être pas répondre dans l'immédiat dans les 5 minutes qui suivent, mais je ferai de mon mieux pour donner des réponses aux questions que vous allez me poser. Et pour ceux qui seraient actuellement en train de suivre cette formation sur BTS SEO et qui aimeraient en fait voir cette vidéo pour avoir un avis de quelqu'un qui a passé les épreuves, si vous êtes en train de passer cette formation de BTS SEO, que vous êtes en 2e année par exemple, et que vous avez des inquiétudes ou des questions urgentes, par exemple, concernant les examens, et que vous voulez vraiment une réponse rapide, n'hésitez pas à me contacter par mail pour obtenir une réponse plus rapidement que dans les commentaires. Si vous avez une urgence, vraiment. L'adresse de contact, donc l'adresse mail, se trouve dans les informations de la chaîne. Si vous avez d'autres questions par rapport à la formation, c'est des questions non urgentes, s'il vous plaît, utilisez plutôt les commentaires. Je ferai de mon mieux pour... Donc je répondrai à toutes les questions, mais j'y répondrai pas forcément le jour même ou dans les 5 minutes qui suivent. Voilà pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, honnêtement. C'est une vidéo qui a demandé beaucoup de travail. Vous avez vu qu'elle fait environ 1h30, ce qui n'est pas rien. Alors ça s'est peut-être ressenti, mais toute la vidéo a été scriptée. J'ai tout écrit pour vraiment éviter d'oublier quelque chose et pour vraiment ne pas me perdre dans mes explications. Donc il y a eu pas mal aussi de moments où je n'ai pas lu le texte et vraiment j'ai un petit peu développé ce que j'avais marqué. Mais voilà, pour vous donner une idée, c'est une vidéo qui a quand même demandé pas mal de travail. Et puis pour les personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Et pour les curieux qui seraient tombés sur cette vidéo par hasard, si vous aimez les jeux vidéo et que vous souhaitez apprendre à en créer vous-même, eh bien je vous conseille d'aller faire un tour sur ma chaîne, sur cette chaîne où cette vidéo est upload. En espérant vous revoir sur cette fameuse chaîne TutoIntiFR, je vous souhaite bon courage pour votre cursus scolaire, quel qu'il soit, actuel ou futur, que ce soit en informatique ou dans un autre domaine. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!